Dazé est un homme déprimé d'âge moyen qui n'a plus rien à espérer de la vie, alors il abandonne et décide d'en finir. Par une froide journée pluvieuse, Dazé et sa maîtresse marchent ensemble sans parapluie jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière où coule une rivière en furie. C'est exactement ce que Dazé espérait, car la pluie a rendu la rivière assez forte pour emporter une personne, et c'est cette personne qu'il veut être en ce moment. Sakan et lui sont venus ici aujourd'hui parce qu'ils en ont assez de ce monde et qu'ils ont l'intention de s'isquer en se noyant ensemble dans la rivière. Avant de se jeter à l'eau, ils se nouent les bras en signe de solidarité. Cependant, comme nous le savons tous, il n'y a qu'un seul vrai roi de l'Iské, et il ne va pas se laisser voler son travail. Ainsi, bien qu'il soit au milieu de la forêt, un camion surgit de nulle part pour les emporter avant la rivière, même si cela n'a pas beaucoup de sens. L'instant d'après, Dazé se réveille dans une cathédrale. En se levant, il est très troublé par tout ce qu'il voit autour de lui. Mais il suppose qu'il s'agit du monde où les gens sont envoyés après leur mort. Le style est différent de celui auquel il est habitué, mais il finira par s'y habituer. À ce moment-là, une voix l'appelle et lui explique qu'il a été convoqué ici en tant que héros de ce monde. La femme s'appelle Annette, et elle dit qu'elle est chargée de guider ceux qui se retrouvent ici. Pour prouver qu'il s'agit bien d'un autre monde, elle lui demande de regarder par cette fenêtre, où l'on voit un dragon et diverses autres créatures mythiques se promener dans le monde de Zauberberg. Elle dit à Dazé qu'il est destiné à devenir le héros de ce monde et à rétablir la lumière, mais il ne semble pas très heureux. Il ne voulait qu'une chose, mourir aux côtés de son amant Sakan. Mais non seulement il s'est retrouvé dans une aventure fantastique, mais Sakan n'est même pas là avec lui, si bien qu'il a l'impression d'avoir rompu sa promesse de mourir avec elle. Dazé s'enfile donc un flacon entier de pilules et attend patiemment la douce étreinte de la mort par overdose. Annette panique après avoir vu Dazé s'empoisonner et commence immédiatement à utiliser la magie pour désintoxiquer son corps, mais lorsque Dazé reprend conscience, il lui dit d'arrêter d'essayer de le sauver parce que ce n'est vraiment pas pratique. Elle ne l'écoute pas et demande à Dazé de se lever pour qu'il puisse accomplir sa mission de sauveur du monde. Cependant, Dazé ne veut même pas se sauver lui-même, et encore moins sauver un monde dans lequel il s'est retrouvé par hasard. Il n'a jamais demandé à se retrouver ici, mais cela surprend Annette, qui lui demande s'il s'est fait renverser par un camion. Dazé se souvient d'une brève rencontre avec un camion, et Annette lui explique qu'elle a engagé un camion pour risquer les gens ici, dans le cadre du service qu'elle propose. Le fonctionnement est simple. Truck trouve quelqu'un de déprimé ou de profondément malheureux dans sa vie, c'est pourquoi il campe généralement à l'extérieur des tournois de League of Legends. Après avoir écrasé sa cible, il l'envoie dans ce monde et lui donne une seconde chance de vivre une vie heureuse, ce qui lui permet de se sentir mieux. Le fait que Dazé ait été écrasé signifie qu'il devait être très malheureux dans sa vie, alors elle ne voit pas pourquoi il ne serait pas heureux d'avoir une seconde chance. Si elle a raison de dire que l'ancienne vie de Dazé était misérable, cela ne veut pas dire qu'il sera plus heureux dans ce monde. En fait, il est plutôt furieux qu'Annette et son service isqué aient gâché ce qui devait être la conclusion parfaite de son histoire. Tout ce qu'il voulait, c'était passer les derniers instants de sa vie avec sa maîtresse, mais elle a dû venir tout gâcher. Annette n'arrive pas à croire que Dazé lui en veuille autant, mais elle ne s'inquiète pas, car il changera sûrement d'avis une fois qu'il aura vu ses superbes statistiques. Cependant, lorsqu'elle ouvre la fenêtre des statistiques, elle est choquée de voir que Dazé possède des niveaux de santé et de mana extrêmement bas. En fait, sa santé est si faible qu'il mourrait probablement d'une simple brise dans son état actuel. Annette refuse de croire que Dazé est si faible, alors elle vérifie s'il n'a pas une capacité brisée pour compenser ses faibles statistiques. Mais en ouvrant la fenêtre de ses capacités, elle découvre que Dazé n'a aucune compétence à part la dépression de niveau 5. Dazé est en fait un canon de verre, mais sans boulet, et Annette ne sait pas quoi faire de lui, car c'est la première fois qu'une telle chose se produit. Dazé décide de quitter la cathédrale car il n'y a plus rien pour lui ici, mais Annette ressent le besoin de réparer son erreur, alors elle attrape la main de Dazé et s'excuse de l'avoir amené dans ce monde alors qu'il n'était pas censé y venir. Elle n'a malheureusement pas le pouvoir de le renvoyer sur Terre, mais elle ne peut pas non plus le laisser vivre seul, car il ne tiendrait pas 10 minutes à l'extérieur avec ses caractéristiques actuelles. Dazé n'est pas surpris d'apprendre qu'il est incroyablement faible car, où qu'il aille, il a toujours échoué. Annette s'excuse une fois de plus pour son erreur et supplie Dazé de rester dans la cathédrale pour le moment, car il n'est pas sûr de pouvoir sortir. Avec ses statistiques actuelles, il finirait par se faire happer par un dragon ou quelque chose comme ça, alors elle pense qu'il est dans son intérêt d'attendre avant de faire quoi que ce soit de dangereux. Dazé la remercie de s'inquiéter pour lui, mais il lui répond que son inquiétude n'est pas nécessaire puisqu'il cherche juste un endroit où mourir. En l'entendant dire cela, Annette se dit qu'il est peut-être différent des autres. Lorsqu'elle a pris ce poste pour la première fois, elle était très enthousiaste à l'idée de guider les héros invoqués dans leur voyage, mais comme la plupart d'entre eux étaient des joueurs déprimés de la Ligue, ils étaient tellement ennuyeux à côtoyer qu'elle a fini par détester son travail. Sa tâche se résumait en fait à flatter l'ego des héros pour qu'ils acceptent la mission, mais c'est différent avec Dazé.
Alors qu'il s'apprête à partir, Annette laisse tomber son bâton et poursuit Dazé, le suppliant d'au moins choisir une profession avant de partir, mais Dazé se tourne vers elle et lui dit que ce n'est pas la peine puisqu'il est un écrivain né et que c'est tout ce qu'il sera jamais. Sur ce, il referme la porte derrière lui et dit au revoir à Annette. Une fois Dazé parti, Annette s'effondre sur le sol et commence à penser que Dazé est exactement le genre de personne qu'elle attendait. Pendant ce temps, Dazé est arrivé dans une plaine et essaie de s'orienter à l'aide d'un panneau, mais il n'en comprend pas un traître mot, alors il se remet à prendre des pilules. C'est alors qu'il entend une voix lui dire qu'il vient de repérer un point de repère, ce qui lui vaut 5 points d'expérience. Il est peut-être sous l'emprise des pilules, mais il jurerait que ce son vient de sa tête, et cela lui fait vraiment mal puisqu'il souffre de migraine, alors il essaie de l'arrêter. Cependant, la musique de célébration retentit dans sa tête, car il est passé au niveau 2, et les migraines qui en résultent lui donnent encore plus envie de mourir. C'est alors qu'il entend une jeune fille appeler à l'aide. Il se retourne et voit la jeune fille se faire agresser par un arbre de la mort. Elle remarque Dazé et lui demande de l'aider car elle sera tuée par l'arbre si elle ne s'échappe pas rapidement, et l'arbre semble l'envelopper dans ses branches de plus en plus à chaque seconde. Dazé reste là pendant que l'arbre caresse la jeune fille, et il semble apprécier le spectacle à tel point qu'il lui demande si elle est d'accord pour qu'il écrive un roman à ce sujet plus tard. Mais la jeune fille n'a que faire des romans et veut juste que Dazé la sauve. Dazé fait de son mieux, mais il n'arrive pas à l'atteindre et abandonne. L'arbre l'attrape par le cou et le suspend à côté de la fille. Comme il ne peut plus rien y faire, Dazé se présente à la fille pendant qu'il est pendu et lui dit qu'ils ne vont probablement pas tenir longtemps. La jeune fille accuse Dazé d'être responsable de leur situation, car il n'a rien pu faire pour arrêter l'arbre de la mort. Et maintenant qu'ils ont été capturés, l'arbre de la mort va utiliser sa capacité de succion pour aspirer toute la nutrition de leur corps, de sorte que dans les prochaines minutes, ils sont assurés d'être morts. Dazé dit qu'il est heureux d'entendre cela, mais cela fait peur à la jeune fille, car quel genre de fou voudrait mourir en se faisant sucer jusqu'à la moelle. Alors que Dazé commence à se sentir faible, il semble sur le point d'exploser avant de s'effondrer soudainement. La fille commence à paniquer, pensant que Dazé est vraiment mort, mais quelques instants plus tard, la branche qui étranglait Dazé commence à se dessécher, et l'arbre de la mort finit par être détruit à cause de cela. La jeune fille et Dazé sont libérés lorsque l'arbre se désintègre, mais Dazé est déçu de ne pas être mort à nouveau. Grâce à sa victoire involontaire, Dazé retrouve son niveau, et la jeune fille est confuse et stupéfaite car elle pense que Dazé a intentionnellement fait mourir l'arbre de la mort en absorbant le poison dans son corps, mais elle trouve également étrange que Dazé se soit empoisonné lui-même pour commencer. Elle remercie Dazé de l'avoir sauvé tout en s'excusant de l'avoir traité d'inutile plus tôt, mais il ne pense pas avoir fait quelque chose de spécial. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de ne pas mourir, et il n'en est pas du tout heureux. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Dazé est déprimé, mais il lui a sauvé la vie et elle veut sincèrement le remercier. Elle a soudain une idée et invite Dazé à venir chez elle pour qu'elle puisse lui exprimer sa gratitude comme il se doit, et Dazé n'y voit aucun inconvénient. Alors que la jeune fille lui tend la main et lui demande comment elle doit l'appeler, il lui répond qu'elle peut l'appeler Sensei. Cependant, alors qu'il lui prend la main, il se souvient de Sakan, ce qui l'amène à se demander si elle n'a pas également atterri dans ce monde. Si c'est le cas, il pourra peut-être retrouver son amour. Il a enfin trouvé une raison de rester en vie dans ce monde, alors il s'assurera de trouver Sakan, peu importe où elle se trouve dans le monde, et quand il le fera, ils pourront enfin mourir ensemble. Sa morale est peut-être discutable, mais au moins, il ne cherche plus activement à mourir. Cela dit, il n'a aucune idée de l'endroit où commencer à chercher, alors il retourne à la cathédrale d'Annette, et Annette est ravie qu'il ait décidé de revenir vers elle pour qu'elle puisse enfin tirer son coup. Cependant, lorsque la Catgirl apparaît derrière Sensei, Annette se fige en état de choc car elle ne pensait pas que Sensei trouverait une femme si peu de temps après être sortie pour la première fois. Il dit qu'il a une question à poser à Annette, alors elle se prépare, pensant qu'il veut lui poser des questions sur elle. Mais Sensei dit qu'il veut trouver une fille nommée Sakan, et qu'il espérait qu'Annette aurait des informations à ce sujet. Annette est déçue que Sensei pose des questions sur une autre femme, mais elle n'a pas de bons indices sur l'endroit où Sakan pourrait se trouver, alors Sensei retourne à sa planche à dessin. Comme il n'a nulle part où aller, il suit la Catgirl jusqu'à sa maison. La fille dit à Sensei de se réjouir car il a encore beaucoup de temps pour trouver Sakan. Mais comme sa maison est encore assez éloignée, elle suggère qu'il s'arrête à Ross, la ville du château, pour faire une pause. Elle lui prend alors la main pour l'y conduire. Cependant, Annette est également présente pour une raison quelconque, et elle ne supportera pas un tel comportement impie alors qu'ils sont en public. La Catgirl engueule Annette pour lui avoir donné un coup de poing à propos d'une chose aussi insignifiante qu'une poignée de main, et pendant qu'elle l'engueule, elle se demande pourquoi elle est ici, car il n'est pas normal qu'un membre du clergé éprouve le besoin d'abandonner son poste et de suivre les gens jusqu'ici. Annette n'a pas vraiment envie de s'expliquer, mais à la façon dont elle regarde Sensei, la Catgirl peut déjà dire qu'elle est amoureuse de lui.
Annette nie avoir des intentions aussi impures et affirme qu'elle est juste là pour veiller sur le faible Otherworlder qu'elle a invoqué par erreur. Dès que la Catgirl réalise que Sensei vient d'un autre monde, elle comprend enfin pourquoi il était si fort lorsqu'il l'a sauvée. Annette ne croit pas ce que dit la Catgirl puisqu'elle a vu personnellement les statistiques de Sensei. La Ficha continue d'affirmer que Sensei doit être fort puisqu'il a été capable de vaincre un arbre de la mort et de lui sauver la vie, mais c'est une terrible nouvelle pour Annette puisque Sensei a sauvé la vie de la Ficha et que c'est la première étape d'une histoire d'amour. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est déjà en train de perdre sa chance avec la Catgirl, mais alors qu'elle se chamaille depuis tout ce temps, Sensei a trouvé quelque chose de très intéressant. Il grimpe à l'intérieur et dit qu'il se sent étourdi depuis qu'il est arrivé ici, qu'il va faire une sieste pendant un moment et qu'il devrait le réveiller quand ils arriveront à la ville. Il dit ensuite bonne nuit à Annette et à la Ficha, mais cette dernière est furieuse qu'il ne l'appelle toujours pas par son nom, alors Annette plaisante en disant que Sensei l'aime plus parce qu'il se souvient de son nom. Après cela, Annette attache joyeusement une corde au cercueil dans lequel Sensei dort et commence à le traîner. La Catgirl demande si Annette devrait vraiment faire tout cela puisqu'elle est censée être un membre du clergé à la cathédrale, mais Annette est trop occupée à essayer de tirer le cercueil jusqu'à ce que la corde finisse par se rompre. Alors qu'il continue de marcher, Catgirl en a assez de devoir conduire un cercueil, elle demande donc à Sensei de sortir et de marcher sur ses deux pieds. Mais comme il ne répond pas, elle commence à craindre que Sensei ne soit mort d'une manière ou d'une autre. Annette vérifie ses statistiques, et Sensei semble aller bien, il doit donc simplement être endormi. Ils sont assez proches du château de toute façon, alors Annette demande à Catgirl de patienter encore un peu pour ne pas avoir à le réveiller. Pendant ce temps, à l'intérieur du cercueil, Sensei rêve paisiblement de sa bien-aimée Sachan, et peu importe où elle se trouve, il fera en sorte de la retrouver pour qu'ils meurent tous les deux ensemble. Un peu plus tard, ils arrivent enfin au château de Ross, et Annette et Catgirl ouvrent le cercueil pour laisser sortir Sensei. Sensei jette un coup d'œil à la ville, et il est maintenant convaincu qu'il n'est plus dans le même monde. Avant de faire quoi que ce soit, Annette dit qu'il devrait aller au château pour avoir une audience avec le roi, mais ils finissent par laisser le cercueil au milieu de la route. Au château, le roi Thomas et sa fille Charlotte sont heureux de les rencontrer, et comme ils doivent être épuisés par un si long voyage, il leur propose de se reposer dans les chambres du château pour la nuit. Mais avant cela, il aimerait connaître les expériences agréables de Sensei. Sensei n'a pas beaucoup de choses agréables à raconter, mais il a apprécié le trajet en cercueil jusqu'ici, et il dit au roi qu'il lui apprendra ce que c'est que de dormir dans un cercueil. Hors contexte, cela ressemble clairement à une menace, mais Annette change rapidement de sujet et complimente Charlotte sur sa beauté. Le roi mentionne que Charlotte va bientôt se marier, et il leur demande donc un petit conseil concernant les prétendants de Charlotte. Thomas demande à ce que les hommes soient amenés et nous présentons le guerrier Gomme et le ménestrel errant de l'amour, Otto. Récemment, sous l'influence de la colère du seigneur démon, l'activité des monstres s'est considérablement accrue. Thomas, trop âgé pour s'occuper lui-même du problème, décide que l'un des deux deviendra l'époux de Charlotte et le prochain roi de Ross. Mais Charlotte ne semble pas d'accord avec cette idée, car elle n'a pas encore choisi son mari. C'est pourquoi il laisse le choix à une bande d'inconnus qu'il a rencontrés il y a 10 minutes. Il veut qu'ils choisissent qui, de Gomme ou d'Otto, est le plus apte à épouser Charlotte. Lorsque l'invitation à choisir se présente, Sensei fait preuve de bon sens et déclare qu'il n'a jamais rencontré ces hommes de sa vie. L'avenir de Charlotte dépend de cette décision, il pense donc qu'il est stupide de la confier à une bande d'étrangers comme ça, et si c'est quelque chose qu'il ferait sans réfléchir, alors il n'est pas digne d'être roi. Le roi est choqué, et après avoir dit cela, Sensei se tourne pour partir pendant qu'Annette et Catgirl essaient frénétiquement de s'excuser pour les actions de Sensei. Elle tente d'expliquer que Sensei vient d'un autre monde et qu'il est parfois un peu brutal, mais le roi dit que ce n'est pas grave puisqu'il n'est pas du genre à être rancunier et que Charlotte semble s'intéresser à lui. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Sensei passe son temps à regarder par la fenêtre. Annette se lève et lui demande s'il a du mal à s'endormir. Sensei lui répond qu'il ne dort jamais bien. Annette veut profiter de l'occasion pour en savoir plus sur Sensei et lui demande de lui parler de Sachan. Elle remarque alors qu'une queue sort de sous les draps de Sensei, elle enlève donc les couvertures et voit Catgirl qui dort sur les cuisses de Sensei. Elle ne tolère pas une telle débauche à moins que ce ne soit elle qui couche avec Sensei, alors elle utilise un oreiller pour frapper Catgirl et la réveiller. Catgirl se défend en disant qu'il fait froid et qu'elle est en partie chat, donc il est tout à fait normal qu'elle se blottisse contre les gens pour se réchauffer. Pendant qu'Annette et Catgirl continuent de se disputer, Sensei se lève et quitte la pièce à cause du bruit. Alors qu'il sort dans le couloir, il remarque une belle lumière, il sort donc pour regarder le lac, et par coïncidence, Charlotte est là aussi. Lorsqu'elle aperçoit Sensei, elle l'invite à regarder le lac avec elle, car c'est une belle nuit. Sensei reconnaît que le spectacle est très beau, si beau en fait qu'il a envie de se noyer dans le lac. Charlotte est choquée de l'entendre dire cela et demande si Sensei a assez de problèmes pour avoir envie de se noyer, mais d'après ce que Sensei a vu jusqu'à présent, Charlotte semble beaucoup plus perturbée que lui.
Après quelques minutes de silence, Charlotte confie à Sansei qu'elle n'a pas réussi à prendre une décision entre Gomme et Otto. Gomme n'est arrivé que récemment au château, mais il est déjà le plus fiable de leurs soldats. Son père a confiance en la force de Gomme, et elle pense qu'elle devrait probablement le choisir. Mais Otto est son ami d'enfance, et chaque fois qu'elle se sentait déprimée, il écrivait une chanson et la jouait pour qu'elle se sente mieux. Elle ne sait pas si elle doit choisir un mari qu'elle aime ou un mari qui serait le plus fort, pour le bien de son père. Sansei rit un peu en lui-même et dit que Charlotte est vraiment gentille de se préoccuper à ce point de ce que pense son père, contrairement à Sansei, qui a tenté à plusieurs reprises d'annuler son abonnement à la vie, ce qui a toujours causé des désagréments à sa famille. Cependant, il n'a jamais laissé quelqu'un d'autre décider de la façon dont il vivrait sa vie. Il pense que Charlotte devrait prendre une décision en fonction de ce qu'elle veut, et pour cela, elle doit découvrir quels sont ses véritables désirs. Le lendemain, le roi Thomas convoque à nouveau Sansei et les autres dans la salle du trône. Il s'excuse pour le dérangement, mais il les a convoqués parce que Charlotte a enfin décidé qui elle allait épouser, et il veut qu'ils soient les témoins de son choix. Annette pense que Charlotte épousera sûrement Gomme, car elle est susceptible de faire passer les besoins du royaume avant les siens, tandis que Catgirl pense qu'Otto est un bien meilleur parti pour elle. Thomas dit à Charlotte d'aller vers l'homme qu'elle a choisi et de lui dire ses vœux. Charlotte commence à marcher, mais au lieu de se tourner vers Otto ou Gomme, elle saisit la main de Sansei et lui dit qu'elle souhaite se noyer dans le lac avec lui. Personne ne peut croire ce qu'il vient d'entendre, surtout pas Annette, qui s'effondre sur le sol. Charlotte explique ensuite ses raisons. Après avoir parlé avec Sansei hier soir, elle a longuement réfléchi à qui choisir, ce qui lui a fait prendre conscience de quelque chose. Alors qu'au départ, elle penchait pour Otto parce qu'il chantait toujours pour elle quand elle était triste, elle se souvient maintenant qu'il chantait pour elle-même quand elle n'était pas triste, et qu'il a même chanté la nuit dernière. Il n'a jamais dit qu'il était amoureux d'elle, il voulait donc probablement simplement interpréter sa dernière chanson pour quelqu'un, et Charlotte s'est trouvée là pour l'écouter. Gomme est également exclu, car il sent très mauvais. Le roi demande à Charlotte de reconsidérer sa décision et de choisir un mari, ce qui semble étrange après qu'elle ait déclaré son intention de rompre avec Sansei. Charlotte réplique à Thomas et lui dit que c'était une idée stupide de lui faire épouser quelqu'un sans lui demander son avis, puisqu'elle n'a jamais voulu se marier. En fin de compte, Thomas ne s'est jamais arrêté pour prendre en compte ses sentiments, mais Sansei s'est soucié de ce qu'elle pensait et a respecté le fait que c'était à elle de prendre la décision. Sansei comprend maintenant pourquoi Charlotte l'a choisi, mais avant qu'il ne puisse lui donner une réponse, Gomme enlève son casque et dit qu'il n'aurait jamais pensé que sa couverture serait détruite à cause de son odeur. Il se transforme alors en serviteur du Seigneur des Ténèbres et dit qu'il avait l'intention d'acquérir ce royaume en devenant son roi afin de pouvoir le remettre au Seigneur des Ténèbres, mais son plan a été ruiné depuis que Charlotte a vu à travers son déguisement. Sansei se tourne vers Charlotte et lui demande si elle a compris que Gomme était un démon, mais elle n'en a aucune idée. Elle a juste dit qu'il sentait mauvais parce qu'il pue vraiment. Cela signifie que Gomme a perdu sa couverture sans raison, mais il ne veut pas admettre qu'il s'est trompé. Alors, maintenant que sa couverture est grillée, il dit qu'il va tous les tuer. C'est exactement le genre de situation où une prêtresse puissante serait vraiment utile, mais elle est encore inconsciente, alors Catgirl essaie de la réveiller pendant que Gomme est distrait par les gardes. Malheureusement, les gardes ne font pas long feu, et Catgirl est obligée d'attraper le corps d'Annette et de courir pour éviter d'être écrasée par un pilier. Comme Annette n'est pas prête de se réveiller, Catgirl décide de prendre les choses en main et de combattre Gomme elle-même. Elle est actuellement au niveau 14, elle devrait donc être capable de se débrouiller dans un combat. Comme elle va se battre, Otto lui propose de lui jouer une chanson, puisqu'il est niveau 89, et normalement un buff devrait lui être appliqué, mais il s'avère qu'Otto joue juste sa dernière chanson, et qu'elle n'a pas d'autres effets que d'être un classique de la capuche certifiée, selon Sansei. Catgirl n'a pas d'autre choix que de commencer à attaquer de son côté. Alors que Gomme charge sur elle, Catgirl passe en dessous et lui donne un coup de pied au visage. Elle enchaîne avec un coup de poing en forme de chat, mais celui-ci ne fait pas beaucoup de dégâts à Gomme, qui envoie Catgirl voler. Il dit alors qu'il va mettre tout ce qu'il a dans sa prochaine attaque et déchiqueter Catgirl, mais avant qu'il ne le fasse, Sansei attire son attention et demande à Gomme de bien vouloir l'éliminer lui et Charlotte en premier. Gomme ne pense pas que Sansei est sérieux, mais Sansei répète que maintenant que Charlotte s'est libérée du contrôle de son idiot de père, son premier souhait est d'en finir avec Sansei. Et Sansei est toujours prêt à saisir une bonne occasion de se suicider, alors il demande à Gomme de lui accorder cette faveur. Gomme accepte de le tuer, mais il précise qu'après cela, il tuera le roi, puis il réduira la ville en cendres en tuant tous les citoyens qui s'y trouvent. Sansei ne se préoccupe pas vraiment de ce que fait Gomme puisqu'il serait déjà mort, mais Charlotte commence à avoir des doutes sur sa mort. Alors que Gomme commence à les attaquer, elle dit à Sansei qu'elle ne peut pas encore se laisser mourir car elle veut rester en vie et protéger le royaume. Sansei est heureux d'entendre que Charlotte comprend enfin ce qu'elle veut vraiment. Puisqu'elle veut rester en vie, il la pousse hors du chemin pour qu'il soit le seul à être pulvérisé. Alors que Gomme continue de foncer sur Sansei, Charlotte tente de le convaincre de ne pas se laisser empaler, mais heureusement, au même moment, Annette vient de se réveiller,
et elle utilise son pouvoir pour projeter une barrière de lumière devant Sensei et le protéger de la frappe de Gomme. Elle a juré de ne pas laisser Sensei mourir tant qu'elle sera à ses côtés, et lorsque Gomme tente de percer son bouclier, il finit par se briser les cornes. Maintenant que Gomme est sans défense, Catgirl peut lui asséner un coup qui l'envoie voler à travers le mur du château et dans le lac. Catgirl et Annette sont toutes deux soulagées d'avoir survécu, et comme Annette l'a beaucoup aidée pendant la bataille, Catgirl ressent le besoin de la remercier. Annette remercie également Catgirl pour son aide, et les deux semblent s'entendre beaucoup mieux maintenant. Otto est toujours là, jouant avec son cœur sans se soucier du monde. Charlotte a beaucoup de choses à penser après ce qui vient de se passer, mais soudain son père se précipite vers elle et la supplie de lui pardonner de ne pas avoir tenu compte de ses sentiments plus tôt. Sensei avait raison lorsqu'il a dit que Thomas n'était pas digne d'être roi, et il réalise maintenant qu'il n'est même pas digne d'être le père de Charlotte, alors il demande sincèrement à Charlotte si elle est prête à lui pardonner. Charlotte se baisse et dit à son père qu'elle lui pardonne et qu'à partir de maintenant, elle aimerait beaucoup lui parler de l'avenir de ce royaume et d'eux-mêmes. Thomas est très heureux d'avoir pu se réconcilier avec Charlotte, et Charlotte est heureuse que son père la comprenne enfin. Mais Sensei ne pense qu'à la façon dont Annette et Catgirl ont gâché l'occasion qu'il avait de reprendre la partie. Un peu plus tard, Thomas reconnaît qu'il n'était pas apte à gouverner en tant que roi, et il abdique le trône à Charlotte, qui fait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que le royaume reste en sécurité. Otto, lui, continue de composer des chansons, car il n'a rien de mieux à faire. Pendant ce temps, Annette et Catgirl sont occupées à traîner le cercueil de Sensei vers leur prochaine destination, et elles parlent de l'audace de Charlotte qui est devenue reine à l'âge de 16 ans, mais elles sont sûres que tout se passera bien d'une manière ou d'une autre. Sensei sort du cercueil et dit que ce qui est important, c'est que Charlotte a pris la décision pour elle-même et qu'elle s'y tient, ce que Sensei trouve magnifique. Après avoir conduit Sensei pendant un long moment, Catgirl demande à Annette si elles peuvent faire une pause, car elle est vraiment fatiguée. Comme elles ont parcouru une distance considérable, Annette pense qu'elles peuvent faire une petite pause. Comme elle s'arrête, Sensei ouvre le cercueil et demande s'il est temps de manger. Annette lui offre du pain, mais Sensei dit qu'il ne mange que du tofu bouilli, et que si elle n'en a pas, il va se rendormir. Après la pause, Catgirl demande combien de temps il leur faudra avant d'arriver chez elle, et comme c'est Annette qui a la carte, elle dit qu'il faudra encore quelques jours avant qu'il n'arrive dans sa ville natale. Avant cela, Annette demande à ce qu'elle s'arrête à ce temple blanchi. Catgirl ne voit pas d'inconvénient à ce retard, mais elle demande pourquoi Annette a besoin d'aller là, ce qui l'incite à commencer à expliquer le processus de l'Iske. Normalement, les habitants d'autres mondes arrivent dans ce monde par l'un des 4 temples et partent combattre le Seigneur des Ténèbres à partir de là. Mais comme l'objectif de Sensei est de retrouver Sachan plutôt que de vaincre le Seigneur des Ténèbres, Annette veut se rendre au temple pour voir s'ils peuvent recueillir des informations sur l'endroit où se trouve Sachan. Si elles n'ont pas de chance, elles devront peut-être traverser le monde entier, mais Annette est prête à tout laisser derrière elle pour Sensei. En toute honnêteté, elle ne veut pas que Sensei combatte le Seigneur des Ténèbres, même si c'est son rôle de convaincre les autres habitants de la planète de le faire. Elle ne veut pas que Sensei soit exposé à ce genre de danger, et Catgirl la taquine en lui disant qu'elle est amoureuse de Sensei. Annette nie toute intention impure, même si c'est très évident à ce stade. Elle prétend que Sensei lui a donné une bouffée d'air frais alors qu'elle commençait à abandonner son travail, alors elle veut lui rendre l'appareil et l'aider à trouver la personne qu'il cherche, c'est tout. Catgirl demande si cela signifie qu'Annette serait d'accord pour découvrir que Sachan est en fait l'amant de Sensei, mais même si la simple idée que Sensei est un amant est douloureuse, elle veut quand même le confirmer par elle-même si cela s'avère vrai. D'ailleurs, Catgirl se demande si Annette sera autorisée à entrer dans ce temple blanc puisqu'elle a abandonné son travail pour faire ce voyage. Annette ne pense pas que ce sera un problème puisqu'elle est très amie avec la personne en charge de ce temple blanc, et ce n'est pas non plus comme si elle avait abandonné son poste, puisqu'elle a demandé à son familier d'envoyer une lettre de démission officielle pour elle. Par coïncidence, ce même familier est de retour et est en train de mâcher la tête de Sensei. Après avoir soigné Sensei, Annette se plaint que son familier lui cause toujours des problèmes, et maintenant qu'elle le dit à voix haute, elle se rend compte que ce n'était peut-être pas une bonne idée de lui confier la remise de sa lettre de démission. Ses soupçons sont confirmés lorsque le familier recrache sa lettre de démission. Il semble donc qu'elle ait abandonné son poste sans préavis, et elle en accuse le familier. Le fait de voir le familier échouer dans son travail fait sourire Sensei, qui est lui aussi un raté, et il le nomme Mélo. Mélo se prend d'affection pour Sensei, mais ce dernier ne veut pas vraiment d'animal de compagnie, alors il retourne dans son cercueil. Pendant ce temps, Annette panique parce qu'elle a quitté son poste sans préavis, ce qui fait que le temple va certainement refuser sa demande de chômage plus tard. À ce moment-là, Mélo commence à se comporter bizarrement et s'enfuit, ce qui prouve que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est que lorsqu'un dragon descend du sommet de la montagne qu'il réalise ce dont Mélo essayait de les avertir. Un dragon est le monstre le plus puissant du monde, et Annette ne sait pas quoi faire. Mais avant que le dragon n'attaque, une fille apparaît derrière Annette et Catgirl, et elle dit à Ryuka d'arrêter d'attaquer des gens au hasard.
La fille s'approche ensuite du dragon et commence à le caresser, ce qui rend Annette et Catgirl plutôt confuses. Elles n'ont jamais entendu dire que quelqu'un avait réussi à apprivoiser un dragon auparavant, alors elles demandent qui est cette fille. Mais elle se tourne vers elle et leur dit qu'il y a beaucoup de monstres dans la région et qu'elle devrait se dépêcher de partir avant d'être blessée. En fait, il semble qu'un de leurs coéquipiers soit déjà mort. Annette s'excuse pour la confusion et précise que Sensei est toujours en vie, c'est juste un habitant d'un autre monde qui aime dormir dans un cercueil. Dès que la jeune fille apprend que Sensei est un autre habitant du monde, un déclic se produit dans sa tête. Elle enlève alors sa cape, révélant qu'elle est une dragonne, et déclare qu'elle va tuer tous les habitants du monde. La puissance qui émane de son corps est intense, et lorsqu'elle envoie une décharge sur eux, Annette parvient tout juste à la retenir pendant quelques secondes avec son bouclier, mais son bouclier n'est pas assez puissant, car la décharge fait encore beaucoup de dégâts. Ils se retrouvent étalés sur le sol et se rendent compte que la puissance de la dragonne est bien supérieure à la leur, mais ils sont toujours déterminés à protéger Sensei à tout prix et se relèvent pour se battre une fois de plus. Cependant, la dragonnière s'impatiente de les voir se mêler de ceux qui ne la regardent pas, et elle utilise son intense pression pour les forcer à s'asseoir au sol. Alors qu'ils sont incapables de bouger, la fille se tient au-dessus d'eux, permettant à Annette de bien voir la marque sur son cou, qu'elle reconnaît comme étant celle du Seigneur des Ténèbres raflé. Le Seigneur des Ténèbres est sur le point d'achever Annette et Catgirl, mais avant qu'il ne le fasse, Sensei se lève et dit qu'elle n'a pas besoin d'être aussi violente envers les autres. Elle a dit qu'elle s'en prenait aux autres habitants de la planète, ce qui signifie que la personne qu'elle veut éliminer, c'est lui. Il lui dit qu'elle est libre de lui faire ce qu'elle veut, et comme il ne se bat pas, le Seigneur des Ténèbres accepte de laisser les autres tranquilles. L'instant d'après, elle perce la poitrine de Sensei d'un coup de poing. Alors que Sensei tombe au sol, la Seigneurie des Ténèbres déclare qu'elle s'appelle Valdelia et dit à Sensei de reposer en paix. Mais alors qu'elle s'en va, Sensei se relève et commence à rire du fait que Valdelia l'a poignardée. Il voit bien qu'elle nourrit de la haine dans son cœur, car il a déjà ressenti la même chose et a voulu poignarder quelqu'un. Il est même allé jusqu'à écrire une lettre de menace à l'époque, il sait donc ce que c'est que d'être rongé par la haine. Valdelia commence à s'inquiéter, mais Sensei s'approche de plus en plus et lui touche la joue, lui adressant une réprimande d'homme mourant. Il dit qu'il aimerait entendre son histoire, mais Valdelia ne va pas se laisser séduire si facilement, et elle demande à Ryuka de la sortir de là avant qu'elle ne soit soulevée. Une fois qu'elle est partie, Sensei s'effondre une fois de plus car il a toujours un trou dans la poitrine, mais Melo est toujours dans les parages, alors il se rend enfin utile et les entraîne tous au temple. Voyant l'état d'Annette, Aisha se précipite pour aller la voir, mais Annette lui demande de s'occuper d'abord de Sensei, dont l'état est bien pire. Aisha voit que c'est vraiment grave, alors elle appelle toutes les potions de guérison et tous les prêtres disponibles pour aider Sensei à se rétablir. Le lendemain, Sensei est de nouveau en pleine forme, mais il ne peut pas se permettre cela, alors la première chose qu'il fait est d'aller acheter une bouteille de poison pour boire. Pendant ce temps, Annette remercie Aisha pour son aide et lui dit qu'elle lui rendra l'appareil un jour. Pour l'instant, Annette demande à Aisha si elle n'aurait pas rencontré un autre habitant de la planète nommé Satchan, mais elle n'en a jamais entendu parler, si bien qu'Aisha suppose qu'elle a dû être convoquée dans un autre temple. Plus important encore, Aisha demande à Annette pourquoi elle voyage soudainement avec un autre habitant de la planète. Elle a été choquée d'apprendre qu'Annette avait abandonné son travail, mais elle a aussi été soulagée car elle savait qu'Annette avait trop de cœur pour être exposée à ce genre de travail. Cependant, elle ne peut pas soutenir la décision d'Annette de voyager avec un autre mondain, car elle devrait savoir par expérience qu'ils sont tous des salauds. Ils ont reçu des dons divins pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, mais tous appellent leurs dons des compétences surpuissantes et les utilisent pour des choses stupides comme démarrer une carrière de rappeur qui ne marche pas. Cet idiot s'appelle Kotaro, et il a malheureusement reçu le pouvoir de détruire l'économie mondiale en produisant des pièces d'or en masse. Il propose aux filles de leur acheter tout ce qu'elles veulent en échange d'un peu de plaisir, mais Aisha lui jette son or au visage et lui dit de partir parce qu'elle est en train d'avoir une conversation sérieuse ici. Kotaro était ennuyeux, mais il a aidé à prouver le point de vue d'Aisha selon lequel les habitants des autres mondes ne sont pas de bonnes personnes. Annette tente d'expliquer que Sensei n'est pas comme les autres, mais Aisha ne le croit pas, car le visage de Sensei indique qu'il est destructeur. Elle prévient Annette que la présence de Sensei la détruira, mais Annette ne pense pas que Sensei est une mauvaise influence puisqu'elle est sûre d'avoir changé en mieux depuis qu'elle a rencontré Sensei. Mais son argument sur la bonne influence de Sensei ne semble pas très convaincant quand il vient lui demander de l'argent pour acheter de la drogue, et qu'elle lui donne volontiers autant d'argent qu'il en a besoin, alors Aisha pense qu'Annette est peut-être déjà trop loin. Si Annette est déjà si attachée à Sensei, Aisha veut au moins savoir quel genre de don il possède, mais elle est surprise quand Annette lui dit que Sensei n'a pas de don. Même s'il n'a pas de don, il s'est mis en danger pour les protéger, elle est Catgirl, du Seigneur des Ténèbres. Cette déclaration choque encore plus Aisha, car le Seigneur des Ténèbres aurait été tué il y a 7 jours par des habitants d'autres mondes. Nous voyons alors le trône taché de sang de l'ancien Seigneur des Ténèbres et de l'autre habitant de la planète qui a tué le Seigneur des Ténèbres, assis dessus, et de loin, Valdelia regarde, jurant de venger la mort de son père.
Un peu plus tard, Annette rencontre Catgirl et l'informe que le Seigneur des Ténèbres a été tué il y a 7 jours. Aïcha a reçu la nouvelle de l'église hier, et c'est une chose merveilleuse car cela signifie que la paix est enfin revenue à Zaberbirg. Mais s'il est vrai que le Seigneur des Ténèbres est mort, alors qui est celui qui a essayé de les tuer tout à l'heure? Annette ne connaît pas la réponse à cette question, et maintenant que Catgirl y pense, Sensei n'est-il pas également apparu il y a 7 jours? Si le Seigneur des Ténèbres avait déjà été vaincu, pourquoi Sensei était-il encore convoqué dans ce monde? À ce moment-là, Sensei déchire ses papiers et s'effondre sur le sol. Catgirl lui demande ce qu'il a encore. Il explique qu'il a essayé d'écrire sur les événements qui se sont produits depuis son arrivée dans ce monde, mais qu'il a du mal à trouver les mots. Annette lui demande s'il a écrit quelque chose sur elle, mais Sensei répond qu'il n'a rien écrit du tout sur elle. En fait, il a eu une poussée de créativité après avoir rencontré Valdelia, et il aimerait vivre quelque chose de semblable pour stimuler sa créativité, mais Catgirl dit qu'elle ne fera rien de dangereux avec lui. Annette suggère qu'ils sortent tous en ville pour se détendre, et compte tenu de son avenir avec Sensei, il y a quelque chose qu'Annette aimerait acheter pour lui. En entrant dans la ville, Annette achète une énorme armure pour Sensei afin de s'assurer qu'il ne mourra pas, et Sensei n'y voit pas vraiment d'inconvénient puisque l'étroitesse de l'armure lui rappelle son cercueil. Une fois la sécurité de Sensei assurée, Annette et Catgirl partent faire d'autres achats, et elle demande à Sensei de n'aller nulle part pendant leur absence. Un peu plus tard, Aïcha se promène en ville lorsqu'elle voit quelques enfants rassemblés autour de l'armure, et elle est choquée de trouver Sensei confortablement assis à l'intérieur. Ignorant la question de savoir pourquoi il porte une armure aussi imposante, Aïcha dit qu'il y a quelque chose dont elle veut parler à Sensei. Elle dit qu'à partir de maintenant, Annette va rester avec elle, car elle pense que rester avec Sensei la rendra malheureuse. Elle demande à Sensei de dissoudre immédiatement son groupe avec Annette, mais Sensei se contente de sourire et lui dit qu'Annette est la seule à pouvoir décider si elle veut rester avec lui ou non, et que ce n'est donc pas à Aïcha de décider pour elle. D'ailleurs, comment Aïcha peut-elle être sûre que Sensei rendra Annette malheureuse alors qu'elle ne sait rien de lui? Mais le fait qu'il soit d'un autre monde est la seule preuve dont elle a besoin pour savoir qu'Annette serait mieux sans lui. Juste à ce moment-là, Aïcha entend un bruit inquiétant, et en allant enquêter, elle trouve Kotaro en train de présenter un autre habitant de la planète, Suzuki, à la population. Suzuki annonce à la foule que le Seigneur des Ténèbres a finalement été vaincu, et tous commencent à applaudir les autres habitants de la planète qui leur ont permis de se libérer du Seigneur des Ténèbres. Suzuki corrige la foule car il n'appellerait pas cela être libéré, c'est plus comme s'ils étaient sous une nouvelle direction. Il déclare qu'à partir de maintenant, ce monde sera gouverné par les autres mondes et que Suzuki prendra le contrôle de cette ville, et il exige que tous les gens s'agenouillent devant lui. À ce moment-là, Kotaro aperçoit Annette et dit à Suzuki qu'elle est l'un des elfes qui lui ont envoyé des pièces de monnaie au visage. Suzuki se lève et lui reproche d'avoir osé faire du mal à un autre habitant de la planète, et il va s'assurer qu'elle ne recommence jamais une telle chose. Après avoir placé sa main sur la tête d'Annette, Suzuki active sa compétence, et en quelques instants, les yeux d'Annette s'assombrissent et elle tombe sous son contrôle. Quelque chose ne va pas, et lorsque Catgirl comprend que Suzuki a fait quelque chose à Annette, elle attrape Kotaro par la veste et exige de savoir ce qui lui est arrivé. Kotaro ricane et lui dit qu'elle ne peut rien faire maintenant que la compétence de Suzuki a été activée, car elle transforme tous ceux qu'il caresse en esclaves sans cervelle. Catgirl est furieuse et menace de battre Kotaro jusqu'à ce qu'il obtienne de Suzuki qu'il ramène Annette à la normale. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Suzuki pose déjà sa main sur sa tête et utilise son pouvoir pour la transformer en esclave obéissante. Les choses sont devenues incontrôlables, alors Aïcha sort enfin et confronte Suzuki pour avoir abusé de son pouvoir alors qu'elle lui a appris à ne l'utiliser que pour le bien. Mais Suzuki se moque bien de la désapprobation des chats car c'est lui qui détient tout le pouvoir ici, et comme les chats et les habitants de la ville insistent tellement pour s'opposer à lui, il décide de détruire complètement la ville pour donner l'exemple et la reconstruire comme un endroit où personne n'osera plus s'opposer à lui. Il s'apprête alors à partir, mais avant cela, il se tourne vers Esha et lui annonce qu'il va s'emparer de son église et l'utiliser comme château à partir de maintenant. Les chiens d'attaque détruisent la ville sous les ordres de Suzuki, y compris Catgirl, qui s'attaque à l'armure dans laquelle Sensei a été enfermé plus tôt. Sensei n'est pas du tout alarmé par le comportement enragé de Catgirl. En fait, il trouve amusant qu'Annette ait eu raison de dire qu'il avait besoin d'une armure en cas d'urgence comme celle-ci. Finalement, les coups de poing de Catgirl font suffisamment de dégâts pour briser le revêtement de l'armure, mais dans le processus, elle fait voler le casque directement dans son visage, ce qui l'assomme instantanément. Sensei est maintenant libéré de l'armure, et comme Catgirl est inconsciente sur le sol, il fait la seule chose qu'il peut penser à faire et la fourre dans un tonneau pour qu'elle ne blesse personne. Après avoir fait cela, Esha s'écrase sur le bâtiment à côté de lui, et pour une fois, elle est soulagée de voir le visage de Sensei. Mais elle reste sur ses positions, car Suzuki est l'exemple même de ce que sont les habitants d'un autre monde. Non seulement Suzuki a utilisé son don pour ses propres désirs égoïstes, mais sa cupidité l'a également conduit à devenir un danger pour la société. La puissance de son don a dû lui monter à la tête, car il n'était pas comme ça quand il est arrivé dans ce monde.
Au départ, c'était un homme timide et sans volonté, mais aujourd'hui, il s'est transformé en monstre. En entendant Aisha décrire la descente aux enfers de Suzuki, Sensei trouve l'étincelle d'inspiration qu'il cherchait, et demande à Aisha où se trouve Suzuki en ce moment. On lui répond que Suzuki devrait être à l'église, alors il demande à Aisha de garder Catgirl pendant qu'il va voir Suzuki. Aisha lui dit d'attendre, affirmant qu'il est fou pour Sensei de partir à la recherche d'un héros sans cadeau. Mais Sensei insiste toujours pour y aller car il pense que l'histoire de Suzuki sera un sujet intéressant à écrire, alors Aisha cède et dit qu'elle ira avec lui pour assurer sa sécurité. Lorsqu'ils arrivent devant les portes de l'église, Sensei est enthousiaste, mais Aisha ne comprend pas comment Sensei peut rester aussi calme dans une telle situation. Il a déjà vu ce que le don de Suzuki est capable de faire, il devrait donc savoir qu'il n'a aucune chance de gagner dans un combat honnête. Si Sensei ouvre la porte sans plan, elle lui dit qu'il sera mis en pièces par les bêtes de Suzuki, mais alors qu'elle dit cela, Sensei sort une bouteille de poison de sa manche. Aisha est impressionnée car elle pense que Sensei a l'intention d'utiliser du poison pour éliminer les bêtes, mais à sa grande surprise, il l'avale d'un trait. Comme ils ne peuvent plus utiliser le poison, Aisha se met à quatre pattes et dit à Sensei qu'ils vont devoir utiliser la porte de derrière. Mais une fois de plus, Sensei ne l'écoute pas et passe directement par la porte d'entrée. Sensei salue Suzuki et lui dit qu'il souhaite écrire un roman sur son histoire. Suzuki pense que Sensei est un fan qui souhaite documenter ses actes héroïques, mais la réalité est tout autre, car Sensei dit que l'histoire qu'il souhaite écrire est celle d'un perdant à qui on a donné plus de pouvoir qu'il ne le méritait et qui s'est finalement transformé en une ordure. Suzuki se sent insulté et ordonne à ses chiens de mettre Sensei en pièces. Sensei reste planté là et Aisha prend sur elle de le défendre. Elle lance un sort qui envoie des lasers dans la tête du chien, mais elle finit par être submergée, et Suzuki ordonne alors à ses bêtes restantes de tirer des boules de feu sur Sensei. Comme Aisha n'est pas en mesure de le protéger, il semble que Sensei soit en danger, mais à la dernière seconde, les boules de feu sont déviées par un casque flottant et reviennent sur Suzuki. Il s'avère que c'est Melo qui a fait flotter le casque, et que les boules de feu ont été réfléchies parce que l'armure est capable de dévier les sorts de bas niveau. Kotaro commence à paniquer car il est clair que Sensei est béni par les dieux de l'armure. Mais Suzuki lui dit de se calmer car il a encore un tour dans son sac, qui ne manquera pas de faire tomber Sensei. Il ordonne à son grand loup d'attaquer Sensei, mais au moment où le loup le mord, il commence soudain à se décomposer et tombe au sol. Aisha n'arrive pas à croire que Sensei ait pu les sauver en buvant cette bouteille de poison, et Kotaro est maintenant sûr à 100% que Suzuki ne peut pas battre l'armure de Sensei, alors il s'enfuit en courant. Suzuki doit admettre que Sensei est plus redoutable qu'il ne le pensait, mais il a encore une carte à jouer, et il ordonne à Annette de sortir et de les tuer. Annette n'ayant aucun contrôle sur ses actes, elle charge Aisha avec une dague et manque de la poignarder. Aisha est obligée de reculer, et comme elle ne veut pas se battre contre Annette, elle pense qu'il vaut mieux qu'elle batte en retraite pour l'instant. Cependant, Sensei ne pense pas que cela soit nécessaire car Annette devrait être assez forte pour résister au contrôle mental par elle-même. Suzuki le traite d'imbécile, affirmant que son contrôle mental est impossible à dissiper une fois qu'il a été activé, et qu'Annette est donc destinée à être son esclave pour le reste de sa vie. Pourtant, Sensei est convaincu qu'Annette est assez forte pour le vaincre par elle-même. Il s'approche donc de son couteau et lui dit qu'elle n'a pas à écouter ce que Suzuki lui dit de faire. Suzuki n'aime pas ça du tout et utilise tous ses pouvoirs pour essayer de la forcer à le poignarder, mais à force de volonté et grâce à un flashback, Annette est capable de surmonter le lavage de cerveau en se poignardant elle-même dans la jambe. Sous l'effet de la douleur, elle tombe dans les bras de Sensei. Maintenant qu'Annette est redevenue elle-même, Sensei demande à Aisha de soigner sa blessure à la jambe, et Aisha commence à réaliser qu'elle a peut-être mal jugé Sensei en tant que personne. Pendant ce temps, maintenant que Suzuki sait que son pouvoir n'est pas tout-puissant, il réalise qu'il va devoir répondre de tous ses crimes de guerre, et il ne peut pas supporter l'idée de la punition qu'il devra subir de la part des gens qu'il a opprimés. Il cherche donc le couteau et tente de s'en servir pour se suicider. Mais à la dernière seconde, Sensei l'empêche de se trancher la gorge. Pas vraiment parce qu'il se soucie de la vie de Suzuki, mais parce qu'il n'a pas encore fini d'écrire son histoire. Il veut que Suzuki lui raconte sa vie, et comme il n'a plus rien à perdre, Suzuki commence à lui raconter sa vie sur Terre. C'était un lycéen qui se faisait harceler sans relâche par les plus grands. Timide et faible, il n'a jamais pu se défendre. Il a même eu l'idée de faire un saut périlleux arrière du toit pour ne plus avoir à affronter les brutes, mais finalement, il était trop lâche pour aller jusqu'au bout. Ce jour-là, en rentrant chez lui, un vieil homme ivre le heurte et se met à crier comme si c'était la faute de Suzuki. Suzuki était donc manifestement en colère, mais il n'avait toujours pas la volonté de se défendre. Dans l'ensemble, c'était une personne misérable, ce qui faisait de lui une cible de choix pour Truck-kun. Avant même de s'en rendre compte, il fut transporté dans ce monde et accueilli par Aisha en tant que héros choisi pour vaincre le seigneur des démons. À partir de là, il a dû se débrouiller seul pour monter en niveau et a dû combattre les loups avant d'en faire ses fidèles serviteurs. Une fois qu'il eut pris le contrôle d'alliés puissants, il fut enfin en mesure de vaincre de puissants monstres.
Il croyait que les choses allaient enfin s'améliorer pour lui, mais en marchant dans la ville, il s'est rendu compte que malgré son nouveau pouvoir, les gens d'ici le traitaient toujours comme un paria, tout comme les gens de la Terre. L'idée qu'il pourrait être victime de brimades ici lui fit atteindre son point de rupture. Il avait souffert d'interminables tourments sur Terre et se retrouvait soudain proclamé héros, mais il n'avait aucune raison de vouloir sauver ce nouveau monde ou d'en être le héros. Même lorsqu'il essayait de jouer le rôle d'un méchant, il n'y parvenait pas. Sensei est satisfait de l'histoire que Suzuki vient de raconter car elle lui a permis de terminer son roman. Il s'agit de l'histoire d'un homme pitoyable qui n'a jamais pu devenir un héros ou un méchant à cause de sa propre faiblesse, et qui est un paria quel que soit le monde où il se trouve. Sensei décide donc d'appeler son roman Isuke-Shikaku. Alors qu'il le nomme, des pages du roman commencent à flotter autour de Suzuki. Sensei remercie Suzuki pour son histoire qui lui a permis d'écrire quelque chose dont il était satisfait, mais il ne peut pas encore parler de chef-d'œuvre. Il prend alors une page du roman et la déchire. Aisha et Annette reconnaissent qu'il s'agit du cercle d'invocation qu'elles ont utilisé pour faire venir les héros dans ce monde, mais celui-ci agit à l'envers, et dans un éclair de lumière, Suzuki est libéré de son invocation et renvoyé sur Terre. Annette consulte l'écran d'état de Sensei, et à sa grande surprise, il indique maintenant qu'il a un don, ce qui n'était manifestement pas le cas auparavant. Aisha réalise qu'il doit s'agir d'une sorte de compétence spéciale qui ne s'active que contre les autres mondes, ce qui ne peut que signifier que Sensei a été amené dans ce monde pour combattre les autres mondes. Une fois qu'il a terminé, Sensei s'effondre sur le sol. Il est déçu de ne pas avoir pu créer un chef-d'œuvre comme il le souhaitait, et on dirait qu'il n'a pas conscience du pouvoir que possède son écriture, car il commence à se demander ce qui est arrivé à Suzuki. Suzuki ayant subi un Isuke inversé, tous les monstres sous son contrôle cessent d'être agressifs et commencent à quitter la ville. Catgirl se sort enfin du tonneau, bien qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle s'y trouvait au départ. Après le retour à la normale, Aisha pense que Sensei mérite une récompense pour avoir sauvé la ville de Suzuki. À sa demande, elle lui fait donc fabriquer un cercueil sur mesure. Annette remercie Aisha pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, mais avant de partir, Aisha dit qu'il y a quelque chose d'important dont elle aimerait discuter avec Annette. Elle dit à Annette qu'il est très probable que Sensei soit un héros très important pour ce monde, et que voyager avec lui est forcément très dangereux. Mais après avoir vu la volonté qu'Annette possède, Aisha pense qu'Annette peut relever tous les défis qui se présenteront à elle, et elle lui demande donc de soutenir Sensei du mieux qu'elle peut. Après cela, le groupe est prêt à poursuivre son voyage, et Catgirl et Annette s'emparent des cordes pour commencer à hisser le cercueil de Sensei. Mais avant de partir, Aisha dit qu'elle a une question à poser à Sensei. Il est vrai que Suzuki est devenu un héros pourri, mais étant donné qu'il était gentil avant de recevoir ses pouvoirs et d'être exposé à ce monde, elle ne peut s'empêcher de penser qu'il est devenu comme ça uniquement parce qu'il a été invoqué. Et maintenant qu'il a été renvoyé sur Terre, il est peut-être condamné à poursuivre sa vie misérable. Mais Sensei ne voit pas les choses de la même façon. Si l'histoire de Suzuki en tant que héros de ce monde est terminée, son histoire sur Terre est toujours en cours, et c'est à lui de changer les choses pour le mieux. Après le départ de Sensei et des autres, Aisha se rend au siège de l'église pour rapporter les récents événements. En arrivant, elle remarque qu'un de ses collègues, Wolf, est assis et boit tout son saoul. Elle est consternée qu'il boive si tôt dans la journée, mais il dit qu'il doit le faire parce que son travail est beaucoup plus stressant que le sien. Alors qu'Aisha a affaire à d'autres personnes comme elle, Wolf est obligé de traiter avec des nains, et les nains sentent absolument mauvais. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer à insulter les nains, Gobelin arrive et dit à Wolf qu'il n'est pas normal qu'il tienne des propos aussi racistes au travail, d'autant plus qu'il est évêque. Wolf s'excuse à moitié, mais il insulte aussi Gobelin pour être un évêque gobelin, alors que la plupart des évêques sont des elfes. Gobelin ne s'offusque pas vraiment, et fait remarquer que Wolf agit plus mal que les nains qu'il prétend haïr tant. Cela énerve Wolf, qui met Gobelin au défi d'essayer de traiter avec les nains toute la journée et de voir s'il n'est toujours pas raciste après cela. Soudain, ils sont tous deux interrompus par l'arrivée du cardinal Miller, qui leur demande d'arrêter de se chamailler et de s'asseoir pour que la réunion puisse commencer. Une fois la réunion commencée, Miller s'excuse de les avoir tous convoqués dans un délai aussi court. Il aimerait commencer la réunion en demandant à chaque région de présenter son rapport, mais il semble qu'il manque quelqu'un. Cependant, avant qu'ils ne puissent commencer à parler, un autre évêque arrive et trébuche sur le sol devant eux. Miller la présente comme la nouvelle évêque du Temple de l'Ouest, qui prend la relève après qu'Annette a abandonné son travail. Ils s'assoient tous et Miller demande aux évêques de commencer leur rapport, en commençant par Alia. Elle se présente comme la remplaçante d'Annette et rapporte que rien de notable ne s'est produit dans sa région. Le cardinal mentionne qu'il a entendu dire que la princesse Charlotte a hérité du trône récemment, ce qui semble digne d'intérêt, et Alia s'excuse d'avoir oublié de le mentionner. Alors qu'Alia se demande si elle doit être renvoyée ou non, l'évêque Gobelin l'interrompt et commence son propre rapport. Il déclare que sa région n'a connu que la paix ces derniers temps et qu'il n'a donc pas grand-chose à dire. Wolf prend ensuite la parole et donne son rapport sur son territoire. Il est situé au milieu de nulle part, mais il se porte bien.
Il y a bien quelques conflits entre nains de temps en temps, mais c'est normal, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. La suivante est Aïcha, et alors que tous les autres n'avaient pas grand-chose à raconter, elle a une terrible nouvelle à annoncer. Récemment, une créature du monde extérieur s'est déchaînée dans sa région et a détruit la moitié de la ville de Ville. Elle s'efforce actuellement de ramener la ville à la normale. En ce qui concerne les créatures du monde extérieur, Miller a convoqué cette réunion à cause des créatures du monde extérieur. Comme il l'a annoncé il y a une semaine, le Seigneur des Ténèbres a été vaincu par un groupe d'extraterrestres. À la lumière de cette victoire, le pape a décidé de sceller les cercles magiques qui relient ce monde aux autres et de mettre Truck-kun en congé payé pour une durée indéterminée. Gobelin est heureux que la bataille contre le Seigneur des Ténèbres soit enfin terminée, mais une menace plane toujours sur ce monde. Les 7 habitants de l'autre monde qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres ont tous revendiqué les terres autrefois gouvernées par le Seigneur des Ténèbres, et le pape a reçu une déclaration de ces 7 personnes affirmant qu'elles transformeront Zoberberg en une utopie parfaite. Cela ressemble clairement à une déclaration de guerre, et le pape est très stressé par leurs menaces, car les habitants de l'autre monde étaient censés être des anges envoyés d'en haut pour sauver ce monde, et il se souciait vraiment d'eux. Cependant, ils se sont retournés contre lui et l'Église doit se préparer au danger imminent. Ils doivent également s'inquiéter des habitants des autres mondes qui sèment le chaos dans chaque région et de la fille du Seigneur des Ténèbres, qui a disparu de son château. Aucun d'entre eux n'a jamais pensé qu'un jour viendrait où les créatures d'un autre monde deviendraient les ennemis de l'Église, et s'ils travaillent ensemble, les créatures d'un autre monde deviendront une menace bien plus grande que le Seigneur des Ténèbres ne l'a jamais été. Alia s'inquiète de savoir comment ils vont pouvoir combattre des gens aussi forts, mais Aïcha a une idée de la façon dont ils pourraient y parvenir. Elle informe les autres qu'un être du monde extérieur a réussi à utiliser son don pour renvoyer un autre être du monde extérieur dans son propre monde. Les autres sont choqués d'entendre cela, mais si l'hypothèse d'Aïcha est correcte, alors ils pourront renvoyer les habitants d'un autre monde dans leur propre monde grâce au don de Sensei. À ce moment-là, le pape arrive, à la grande surprise de tous, et se réjouit d'entendre une si bonne nouvelle. Il demande à Aïcha de lui donner des détails sur cet homme. Pendant ce temps, sur le territoire du Seigneur des Ténèbres, 2 des 7 habitants de l'autre monde qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres sont restés au château, tandis que les 5 autres sont partis vers différentes régions pour les revendiquer comme leur nouvel empire. Les 2 derniers sont impatients de voir ce qui va arriver à ce monde. De retour avec Sensei et les autres, ils parviennent enfin à leur destination et Catgirl est ravie de pouvoir enfin dormir dans un lit. Mais tout d'un coup, elle reçoit une notification de son système lui indiquant qu'en raison de tous ces tirages de cercueil, son niveau est passé au niveau 17. C'est bien de monter en niveau, mais elle ne semble pas ravie de la façon dont cela s'est passé. Pour l'instant, Annette pense qu'elle devrait commencer par chercher une auberge où passer la nuit, et une voix sort de nulle part et leur dit qu'il y a une bonne auberge au bout de la route. Annette lève les yeux et aperçoit un petit garçon assis sur un poteau indicateur, qui lui propose de lui donner quelques informations qui l'aideront à s'orienter dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Le garçon lui explique qu'il existe un service d'envoi de héros dans cette ville, et qu'en fait, les extraterrestres accompagnent les parties qui manquent de confiance en leurs compétences lors des missions, assurant leur sécurité et rendant la mission aussi facile que possible. Le garçon dit qu'il a eu l'idée lui-même, mais dès qu'il mentionne les extraterrestres, Catgirl se souvient de ce que Kotaro et Suzuki ont fait, et elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Le garçon ne comprend pas pourquoi elle n'aime pas tant les habitants d'un autre monde puisqu'ils sont ceux qui ont sauvé ce monde. Mais cela mis à part, il dit que s'ils sont intéressés, il peut les présenter à un autre monde immédiatement pour une somme modique, bien sûr. Il demande 40 000 Janko pour faire la présentation, mais Catgirl lui dit qu'ils ne veulent pas, car elle ne veut pas gaspiller autant d'argent. Cependant, Annette est plus qu'heureuse de gaspiller autant d'argent si cela signifie qu'elle peut obtenir un héros fort pour assurer la sécurité de Sensei. Le garçon pense qu'elle parle de garder le cercueil, alors il commence à faire un discours sur le fait que le défunt apprécierait probablement qu'on garde son corps. Mais Sensei sort du cercueil et dit au garçon qu'il n'est pas encore mort, mais qu'il aimerait l'être. Le garçon est effrayé, mais Catgirl lui dit que malgré son apparence, Sensei est aussi un héros. Mais le garçon ne la croit pas. Il arrache rapidement l'argent à Annette et leur dit qu'il amènera le héros à leur auberge plus tard dans la soirée. Même si Catgirl n'était pas d'accord avec l'idée au début, elle admet que ce serait bien qu'un héros fort se joigne à leur groupe, car cela signifierait qu'elle n'aurait plus à conduire le cercueil. Mais Annette aime bien tirer le cercueil. Plus tard dans la nuit, ils attendent tous à l'auberge que Nier arrive comme il l'a dit, mais Sensei dit à Annette que le garçon ne viendra pas ici de sitôt. En clair, elle s'est fait arnaquer. En entendant cela, l'aubergiste demande à Annette si elle attend un certain Nier. Après confirmation, l'aubergiste les informe que Nier est connu dans le coin pour être un jeune arnaqueur. Il n'a jamais rencontré de héros auparavant, et il est donc impossible qu'il puisse présenter Annette à un héros comme il l'a prétendu. Annette est dévastée d'avoir perdu 40 000, et Catgirl essaie de la calmer. Sensei veut en savoir un peu plus sur Nier, alors l'aubergiste explique que Nier est un orphelin qui a débarqué en ville un jour, et depuis, il gagne sa vie en arnaquant les voyageurs sans méfiance qui viennent en ville.
Il est une nuisance pour la ville, mais parfois l'aubergiste ne peut s'empêcher d'avoir pitié de lui, car il n'a pas de figure parentale pour le corriger, et il est tout seul. Au même moment, Nir est assis sous un pont et regarde une vieille épée qu'il possède, mais quelques instants plus tard, il est enlevé par des kidnappeurs inconnus. Ils l'emmènent dans un hangar abandonné où il jette un coup d'œil à tout l'argent que Nir a escroqué au cours de sa carrière d'arnaqueur. Nir leur demande ce qu'ils comptent faire de lui, et les trois gars ont de mauvaises intentions dans leurs yeux, alors Nir commence à essayer de bluffer pour se sortir de la situation en prétendant que son ami le héros se vengera d'eux s'ils essaient de lui faire du mal. Mais les deux hommes ne s'inquiètent pas, car ils savent pertinemment que Nir n'a jamais rencontré de héros et qu'ils sont eux-mêmes des héros. L'un d'entre eux possède un don qui lui permet d'invoquer une puissante arbalète, et puisque Nir a utilisé le nom des héros pour escroquer les gens, l'autre va le punir d'une flèche dans la tête. Nir n'arrive pas à croire que les héros qu'il admirait sont en fait des salauds, mais il se fait une raison et attend sa mort. Cependant, à la dernière seconde, Sensei arrive et pousse la main de l'archer, redirigeant la flèche dans le genou de l'homme de métal. Sensei leur dit qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler des héros lorsqu'ils agissent de la sorte. Ces paroles sont rapidement ignorées, car l'homme aux yeux brillants utilise ses compétences pour analyser Sensei. À sa grande surprise, il découvre que Sensei est également un être d'un autre monde. Cela les met tous sur les nerfs car ils ne savent pas quel type de pouvoir peut avoir Sensei, mais après une inspection plus approfondie, l'évaluateur se rend compte que Sensei n'a plus qu'un seul point de vie et qu'il est actuellement empoisonné. Pour une raison ou une autre, l'archer se calme, car il pense maintenant qu'il peut facilement battre Sensei, mais à la seconde où Sensei entend l'archer dire qu'il va l'achever, son intérêt monte en flèche et il se met à marcher droit vers eux. L'évaluateur commence à paniquer car les statistiques de santé de Sensei augmentent soudainement à un rythme rapide, et Sensei commence à défier l'archer de lui tirer une balle en plein cœur. L'archer pense alors qu'il s'agit d'un piège pour les capacités de Sensei et s'enfuit avec ses amis. Alors qu'ils partent, Sensei est déçu car il espérait vraiment qu'il l'achèverait. Nir prend la parole et demande à Sensei s'il est un héros, mais Sensei nie être quelqu'un d'aussi noble, il n'est qu'un homme qui essaie de s'en sortir dans le monde des adultes. Les adultes sont souvent cruels et fourbes, mais Nir est encore un enfant, il pense donc qu'il devrait essayer de préserver son innocence un peu plus longtemps avant qu'il ne finisse aussi mal que ces pourris de l'autre monde. Le Sensei commence alors à partir, et Nir se sent inspiré par son discours, mais son inspiration se transforme rapidement en panique lorsque le Sensei disparaît et que Nir réalise que le Sensei a oublié de le détacher, et qu'il va donc être coincé ici toute la nuit. Le lendemain matin, Sensei et les autres se préparent à quitter la ville pour continuer leur voyage, mais Catgirl remarque que Sensei semble endormi, alors elle lui demande s'il a réussi à passer une bonne nuit de sommeil. Maintenant qu'Annette y pense, elle se souvient que Sensei s'est enfui quelque part la nuit dernière sans leur dire où il allait, alors elle lui demande s'il a passé la nuit avec une femme ou quelque chose comme ça. Comme il ne dit rien d'autre qu'il a eu une nuit mouvementée, Annette pleure sérieusement à l'idée qu'une autre femme ait pu atteindre Sensei avant elle. Cependant, ils sont interrompus par Nir, qui leur dit de se dépêcher pour que tout le monde puisse partir. Dès que Catgirl le reconnaît, elle se met à crier pour qu'il leur rende leur argent pour leur avoir menti, mais Nir maintient qu'il ne leur a jamais menti puisqu'il a en effet amené un héros à se joindre à leur fête, et qu'il est ce héros, même s'il n'est pas très fort. Ils continuent leur voyage, mais peu de temps après, ils sont tous jetés en prison. Ils ont emmené Catgirl ailleurs, et Nir suppose qu'elle doit être la raison pour laquelle ils ont tous été enfermés et spécule qu'elle a peut-être volé la famille royale ou quelque chose comme ça. Annette ne le croit pas, car elle sait que Catgirl n'est pas du genre à voler les autres. Mais pour l'instant, malgré leur situation difficile, Sensei est plus préoccupé par la découverte de la méthode d'exécution utilisée dans ce monde. Annette refuse de le lui dire car elle ne veut pas lui donner d'idées, mais Sensei a déjà des images d'exécution en tête. En tout cas, Nir pense qu'ils devraient au moins essayer de s'échapper par eux-mêmes, même si c'est sans Catgirl pour l'instant, mais Annette ne sait pas comment ils vont faire. Cependant, avant même qu'elle ne s'en rende compte, Nir a déjà crocheté la serrure de la cellule et leur a fait gagner leur liberté. Ce n'est pas une compétence qu'un guerrier honorable posséderait, mais il est difficile de contester les résultats. Cependant, Sensei est un peu contrarié par le fait que Nir ait réussi à les libérer, puisqu'ils ne seront pas exécutés. Mais quelques instants plus tard, les gardes remarquent qu'ils essaient de sortir de la cellule, ils sont donc tous enfermés à nouveau, et Sensei est plutôt satisfait car cela signifie qu'ils vont peut-être être exécutés après tout. Ils sont amenés devant le roi du royaume de Grou, qui déclare qu'ils ont commis un crime très grave contre le royaume et qu'ils vont donc être exécutés. Sensei est heureux d'entendre cela, mais Annette les supplie de reconsidérer leur décision, car ils sont arrivés récemment et n'ont commis aucun crime depuis leur arrivée. Cependant, le roi déclare qu'ils ont commis le pire des crimes, ils ont kidnappé la princesse de ce royaume, Mathilde, et que leur punition ne sera donc pas clémente. C'est alors que Catgirl entre pour mettre fin à toute cette exécution, et les autres sont choqués de découvrir qu'il s'agit de la princesse Mathilda. Elle explique à son père que ses amis ne l'ont pas kidnappée, qu'elle est simplement partie en voyage à travers les terres pour améliorer ses capacités de combat, et qu'elle les a rencontrés en chemin, et qu'ils n'ont donc rien fait de mal.
Même si le roi sait maintenant que Sansei et les autres sont innocents, il refuse toujours de les libérer et décide plutôt d'utiliser la vie des amis de Mathilda comme moyen de chantage pour qu'elle se tienne tranquille. Il dit qu'il ne les laissera vivre que si Mathilda accepte de ne plus jamais faire de bêtises comme s'enfuir. Il veut seulement qu'elle soit une bonne princesse et qu'elle écoute ce qu'il dit à partir de maintenant. Mathilda ne veut pas accepter cela, mais comme c'est le seul moyen de sauver les autres, elle finit par céder et jure qu'elle agira comme une princesse. Même si elle déteste cela, elle n'a pas d'autre choix que de tourner le dos à son amitié avec eux, et comme elle a accepté les exigences du roi, ils sont libérés. Ce soir-là, ils se retrouvent tous les trois dans un bar et Nier est heureux qu'il n'ait pas été exécuté. Il connaît à peine Mathilda et n'est donc pas contrarié par le fait qu'elle ait été forcée de quitter le groupe. Pendant ce temps, Sansei est vraiment contrarié, mais surtout parce qu'il voulait vraiment être exécuté. Même si Nier s'en moque, il trouve surprenant que Catgirl soit la princesse d'une nation, et Annette est presque mortifiée parce qu'être impolie envers la royauté est punie de mort, et qu'elle a été impolie envers Catgirl un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, il était déjà vraiment impoli qu'il appelle Catgirl depuis tout ce temps sans lui demander son nom. Alors qu'Annette est en train de réfléchir à ses actes passés, la serveuse l'entend mentionner le nom de Mathilda et lui demande si elle ne connaît pas la princesse Mathilda par hasard. Annette confirme, la serveuse se présente alors sous le nom de Faune et dit qu'elle était la bonne de Mathilda. Nier explique qu'ils ont voyagé ensemble avec Mathilda jusqu'à hier, mais que le roi l'a ramenée au château et lui a interdit de partir à l'aventure. C'est malheureux, mais on ne peut rien y faire puisqu'elle fait partie de la famille royale. Cependant, l'expression de Faune après avoir entendu ce qui est arrivé à Mathilda amène Sansei à penser que l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît, et il demande à Faune si elle peut lui raconter ce qui s'est passé entre Mathilda et son père. Annette pense qu'il serait impoli de s'immiscer dans la vie privée de Mathilda, maintenant qu'ils savent qu'elle est de la famille royale, mais tout cela n'a aucune importance pour Sansei car, pour lui, Mathilda sera toujours la même vieille Catgirl qu'il connaît. Pendant ce temps, Mathilda est au château et se souvient de l'air amusé d'Annette et de Nier lorsqu'ils ont réalisé qu'elle était une princesse, alors que Sansei a toujours agi de la même façon. Elle se demande ce que font les autres en ce moment, mais en regardant par la fenêtre, elle remarque une silhouette qui se tient sur le bâtiment voisin. Dans les instants qui suivent, cette silhouette provoque une destruction massive du château. Après tout ce chaos, le roi et ses gardes sont alertés de la présence d'un intrus, mais le temps qu'ils arrivent, l'intrus a déjà eu l'occasion de s'asseoir sur le trône. Il commence à dire à quel point il est déçu par le royaume de Grou, mais il n'a pas encore eu l'occasion de goûter à une demi-humaine, alors il a décidé de passer. Le roi demande à l'intrus de s'identifier, et celui-ci annonce qu'il s'appelle Kaibara, et qu'il est l'un des 7 Otherworlders qui ont vaincu le Seigneur des Ténèbres, bien qu'il soit plus connu sous le nom d'ange déchu de la gourmandise. Le roi demande à Kaibara ce qu'il fait ici, mais il est évident que Kaibara est venu pour consumer la nation entière. Même s'ils savent que Kaibara a des pouvoirs, les soldats du royaume sont toujours prêts à risquer leur vie pour protéger le royaume. Cependant, alors qu'ils foncent, Kaibara invoque sa bouche gloutonne et les dévore. Il est dégoûté par le goût des hommes demi-humains, car il est très exigeant sur ce qu'il mange. Il dit qu'il ne veut manger que la chair tendre d'une fille demi-humaine, mais le roi n'est évidemment pas prêt à le laisser faire, et il décide d'affronter Kaibara lui-même. Kaibara est amusé par le fait que le roi pense qu'il peut l'arrêter, alors il sort sa bouche et l'utilise pour lancer des balles de crachat sur le roi. Le roi bloque l'attaque avec un débris sur le sol, puis réduit la distance pour attaquer Kaibara avec un poing foudroyant. Au début, il semble que cela fonctionne, mais il s'avère que Kaibara faisait semblant de souffrir. Ce point de foudre aurait tué n'importe qui, mais le corps de Kaibara est très résistant depuis qu'il a mangé un tas de golems l'autre jour. Voyant que ses coups de poing habituels ne seront pas efficaces, le roi décide d'y aller à fond et d'utiliser son coup le plus puissant pour mettre Kaibara à terre. Kaibara est intrigué de voir ce que le roi peut faire, il charge donc à son tour, mais avant qu'ils ne s'affrontent, Mathilda s'interpose et interrompt le combat. Dès que Kaibara aperçoit Mathilda, il est bien décidé à goûter sa chair succulente. Mathilda le reconnaît comme étant la personne qui se tenait sur le toit avant l'attaque du château, elle déchire donc sa robe et dit qu'elle va aider le roi à le combattre. Mais le roi refuse son aide et lui dit qu'elle ne peut pas remplacer son frère, quels que soient ses efforts. Pendant ce temps, Sansei et les autres écoutent l'histoire du frère de Mathilda racontée par Faune. Son frère s'appelait Léon et devait hériter du trône de Grou. L'avenir du royaume s'annonçait radieux avec le vaillant Léon comme prochain roi et Mathilda au grand cœur à ses côtés. Mais un jour, la tragédie frappa Léon et la mère de Mathilda, qui furent tous deux pris dans un grave éboulement et perdirent la vie. Le roi souffrait beaucoup de la perte de sa femme et de son fils, et Mathilda aussi. Elle décida donc d'assumer les responsabilités de son frère afin d'apaiser son père. Mais contrairement à ce que Mathilda souhaitait, ses tentatives pour remplacer son frère n'ont fait que créer un fossé entre elle et le roi. Dans le présent, le roi tente de la convaincre de s'enfuir au lieu de se battre, mais Mathilda sent qu'elle doit prouver qu'elle est une combattante capable, alors elle saute dans les airs pour attaquer Kaibara. Malheureusement, c'est exactement le genre de fille demi-humaine que Kaibara veut manger.
Alors qu'elle s'approche de lui, il invoque sa bouche et tente de l'avaler tout entière. Mais à la dernière seconde, elle est repoussée par le roi, qui perd toutefois un bras dans l'opération. Kaibara espérait voir ce que la technique ultime du roi pouvait faire, mais je suppose qu'il ne pourra plus l'utiliser puisque Kaibara a mangé son bras. Mathilda est furieuse, elle charge à nouveau Kaibara, mais cela n'a pas très bien fonctionné la dernière fois qu'elle a essayé, alors le roi lui conseille d'assommer Mathilda et s'enfuit avec elle pour qu'elle ne soit pas tuée. Kaibara est déçu que son repas lui échappe, mais il dit que ce n'est pas grave puisqu'il finira par la rattraper, alors pour l'instant, il va achever le roi. Après avoir entendu l'histoire du passé de Mathilda de la bouche de Faune, Sansei la remercie pour cette merveilleuse histoire qui l'a beaucoup inspirée. Mais tout à coup, le conseiller du roi tombe du ciel et atterrit juste devant eux. Faune reconnaît le conseiller, qui est heureux de la revoir, mais il explique à tout le monde qu'il a dû s'enfuir précipitamment du château parce qu'il a été pris d'assaut par un méchant Otherworlder. À ce moment-là, une explosion se produit dans le château, et une fois l'attention de tout le monde attirée, Kaibara s'adresse à eux et leur dit qu'il se déclare nouveau roi de Grou, puisqu'il a vaincu le roi précédent. En tant que nouveau roi, la seule chose qu'il désire est de goûter à toutes les variétés de demi-humains, mais il ne veut manger que les femmes et les enfants, afin que les hommes puissent continuer à vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Les gens sont naturellement furieux de la déclaration de Kaibara, et un homme menace de le frapper. Cependant, dans l'instant qui suit, Kaibara avale le type en entier et dit aux gens que s'ils ne sont pas satisfaits qu'il ne mange que des femmes et des enfants, il peut manger les hommes aussi, pour que tout le monde soit réuni dans son estomac. Les gens comprennent maintenant à quel point Kaibara est dangereux, et ils essaient tous de fuir la capitale. Mais cela ne sert à rien, car Kaibara a déjà pris la liberté de poster divers monstres aux portes, et personne ne partira d'ici tant qu'il n'aura pas eu son compte de viande de demi-femme. Nier est choqué par la dangerosité de Kaibara, mais Sansei est intrigué car il pense avoir trouvé sa prochaine histoire. Mathilda a été récemment enfermée par son père, et elle est maintenant la princesse d'une nation déchue. Mais ce n'est pas encore fini, et Sansei veut voir comment elle va surmonter ce défi. Mathilda finit par se réveiller et ne sait pas pourquoi elle se trouve dans la maison de Faune, mais elle aperçoit le chaos qui règne dans les rues et se souvient de la situation de Kaibara. Elle se précipite vers la porte d'entrée et est surprise de voir Sansei et les autres. Mais maintenant qu'elle est réveillée, Briard raconte à Mathilda que Kaibara s'est emparé du royaume et qu'il essaie de manger les citoyens. Mathilda commence à marcher avec colère pour l'affronter, mais Briard la retient et lui dit que ce n'est pas une bonne idée d'aller l'affronter, car même le roi n'a eu aucune chance face à la puissance de Kaibara. Mathilda explique à tout le monde que le roi tenait bon face à Kaibara, et que s'il a été vaincu, c'est parce qu'elle s'est mise en danger et qu'il a dû la protéger, alors elle doit rattraper son erreur. Elle doit donc réparer son erreur. De plus, elle a la responsabilité de protéger le peuple de cette nation puisque Léon n'est plus là. Avant que Mathilda ne puisse partir, Annette mentionne la tragédie qui a entraîné la mort de 2 membres de la famille royale. Elle avait déjà entendu parler de l'accident, mais elle ne savait pas que les personnes impliquées étaient le frère et la mère de Mathilda. Après leur mort, il n'y a pas un seul citoyen de Grou qui ne les ait pas pleurés, ce qui prouve à quel point la famille royale est aimée ici. Si le peuple perd Mathilda maintenant, il perdra tout l'espoir qu'il a encore. Pour l'instant, en tant que princesse de Grou, Mathilda ne peut pas se permettre de se mettre en danger de façon aussi désinvolte, alors tous les 3 iront s'occuper de Kaibara à sa place. Mathilda n'était pas là la dernière fois, mais Sansei possède un pouvoir capable de vaincre les Otherworlders, donc tout ira bien. Sansei semble d'accord avec l'idée d'affronter Kaibara, mais lorsqu'ils arrivent aux portes du château et sont arrêtés par 2 monstres, Sansei dit qu'il est venu ici parce qu'il veut se faire manger par Kaibara. Après tout le temps qu'il a passé à réfléchir à différentes méthodes d'exécution, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'être mangé pourrait être une façon intéressante d'arriver à sa fin, et c'est pourquoi il veut que les monstres informent Kaibara que quelqu'un est ici pour être mangé. Les monstres, confus, les enferment tous les 3 dans une cellule. Pendant ce temps, Annette pleure à chaudes larmes car elle pense qu'ils vont vraiment être mangés. Mais si Sansei est intéressé par la possibilité d'être mangé, il n'est pas venu ici juste pour mourir, il avait déjà un plan en tête pour leur évasion. Sansei rappelle à Nier qu'il s'agit des mêmes cellules de prison du château dont il les a aidés à s'échapper ce matin, et qu'il peut donc sûrement crocheter la serrure à nouveau. Au même moment, Mathilda vient au palais pour affronter Kaibara, et ce dernier est bien content de la voir ici, car cela lui évite de la poursuivre. Il est toutefois déçu qu'elle ait décidé de le combattre, car il ne pourra pas savourer sa chair comme il se doit. Mathilda se promet de vaincre Kaibara de ses propres mains, mais il la charge soudainement avec la technique du point foudroyant de Sibérian, projetant Mathilda contre un mur. Elle est choquée, mais pas seulement à cause de la foudre, plutôt parce que ce mouvement est l'un de ceux que seul son père peut utiliser. Alors comment Kaibara a-t-il pu le faire ? Kaibara explique qu'il s'agit de sa compétence unique, la gourmandise.
Elle lui permet d'augmenter ses statistiques en consommant de la chair, et non seulement il obtient des points de statistiques différents selon le type de chair qu'il mange, mais il peut aussi acquérir les compétences spéciales contenues dans cette chair. Cela signifie qu'il va la réduire en bouillie en utilisant la technique de son père, puis manger ce qu'il reste d'elle. Pendant ce temps, de l'autre côté du château, Sensei et les autres se promènent dans les couloirs après s'être échappés de leurs cellules. Annette est vraiment surprise et impressionnée que Sensei ait eu un plan et n'ait pas simplement voulu se faire manger, mais Sensei est vraiment déçu de ne pas être mangé. Ils finissent par arriver à une porte, ce qui perturbe Annette et Nier qui pensaient qu'ils allaient vaincre Kaibara, mais Sensei dit que c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Ils entrent dans la pièce, mais Annette se demande toujours ce que Sensei pourrait bien trouver dans la chambre de la défunte reine. Il commence alors à fouiller dans les coffres et les tiroirs jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, un livre et une plume. Pendant ce temps, Mathilda est toujours frappée par Kaibara, qui apparaît derrière elle et exécute un coup de pied de tigre pour la projeter dans les airs. Il saute ensuite et lui donne un coup de coude dans le sol tout en se moquant d'elle pour ses médiocres compétences en arts martiaux. Le combat semble terminé, mais Mathilda a un flashback d'un moment où elle traînait avec Léon pendant qu'il s'entraînait. Elle lui demande pourquoi il travaille si dur pour devenir un combattant alors qu'elle sait qu'il déteste se battre. Léon admet qu'il n'est pas un grand combattant, et qu'en fait, Mathilda est probablement plus douée que lui pour le combat. Mais c'est pour cela qu'il devait s'entraîner plus dur que les autres, afin de devenir assez fort pour protéger ceux à qui il tient. Cela motive Mathilda à se lever une fois de plus, et même si elle sait que Kaibara est beaucoup plus fort qu'elle, elle refuse de reculer. Kaibara rit d'excitation, car il n'y a rien de mieux pour lui que de manger la chair de quelqu'un qui a autant de volonté que Mathilda, alors il va vraiment savourer chaque bouchée d'elle une fois qu'il aura enfoncé ses dents. Il peut désormais affirmer avec certitude que toutes les journées infructueuses de son ancienne vie ont abouti à ce moment. Sur Terre, la vie de Kaibara était absolument épouvantable. Il est né dans une famille incroyablement riche et a grandi dans une méga maison où tout ce qu'il pouvait désirer lui était offert. Cependant, il n'a jamais été heureux avec ce qu'il avait, et sa vie a toujours été vide. C'est pourquoi un jour, il a décidé de mettre un peu de piment dans sa vie en commettant un petit meurtre. Mais on l'arrêta avant qu'il ne puisse passer à l'acte, et ses désirs restèrent inassouvis. Il n'a même pas eu à subir les conséquences de ses actes, car ses parents ont versé beaucoup d'argent à la femme de chambre pour éviter un procès. Les gens le qualifiaient de chanceux, mais Kaibara ne comprenait pas pourquoi, puisqu'il était toujours si malheureux. Pour lui, même un sans-abri dans la rue avait l'air plus heureux que lui, et il ne pouvait pas le supporter, alors il a piétiné le sans-abri jusqu'à ce que mort s'ensuive. De toute évidence, Truck-kun n'a pas fait de recherche approfondie avant de décider de l'isquer, car un peu plus tard, Kaibara s'est fait écraser et a été envoyé dans ce monde. Maintenant, il mange ce qu'il veut quand il veut, et il veut goûter à la saveur suprême de Mathilda. Il envoie sa bouche géante pour l'avaler tout entière, mais avant qu'il ne puisse prendre une bouchée, Sensei court devant elle et dit que l'histoire de Kaibara est vraiment ennuyeuse. Kaibara tente alors de manger Sensei, mais son instinct l'empêche de s'approcher plus près avec sa bouche, et il commence à se demander qui est vraiment Sensei. Il est alors coincé par Nier et Annette déclare que Sensei a la capacité de bannir les Otherworlders vers leur monde d'origine, mais je ne sais pas pourquoi elle a pensé que c'était une bonne idée de dire tout cela à haute voix. Alors qu'elle demande à Sensei d'utiliser son pouvoir et d'écrire l'histoire de Kaibara, Sensei répond « Non, je ne pense pas que je le ferai ». Il a des critères pour les histoires qu'il écrit, et l'histoire de Kaibara est essentiellement celle d'un enfant privilégié qui se plaint de la facilité de sa vie. Kaibara est furieux d'entendre Sensei parler de sa vie comme d'un gâchis. Il décide donc de tuer chacun d'entre eux avant de manger Mathilda. Mathilda se reproche tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Si elle n'avait pas gêné son père pendant qu'il se battait, il n'aurait jamais perdu son bras, et si elle avait empêché Annette et les autres de venir ici, il ne serait pas en danger en ce moment. Ne sachant que faire, elle demande conseil à Sensei, qui lui offre une histoire qui lui est dédiée. L'histoire est écrite à partir du triste passé de Mathilda, et lorsqu'elle ouvre le livre, les pages commencent à s'envoler dans les airs. Annette ne savait pas que la capacité de Sensei pouvait également fonctionner sur les non-terrestres, mais elle n'a pas le temps de s'y attarder puisque Kaibara continue de les attaquer. Sensei dit à Mathilda qu'il a beaucoup appris sur elle grâce à son histoire tragique. Elle est si gentille qu'elle supprime ses propres sentiments pour le bien d'autrui, mais elle reste une femme maladroite, si bien qu'enfant, elle s'est retrouvée liée à la vision de son père d'une princesse idéale. Après la mort de sa mère et de son frère, elle a tenté de remonter le moral de Sibérian en remplaçant son frère, qui était le prince idéal, mais cela n'a fait qu'accroître la distance entre elle et son père. À un moment donné, elle a même perdu de vue sa véritable personnalité. Cependant, sa mère lui a dit un jour que sa vie n'appartenait qu'à elle, et qu'elle devait donc vivre pour elle-même. Sibérian ne veut que le bonheur de Mathilda, et Sensei lui dit qu'elle doit faire un choix. Elle peut soit vivre comme une princesse idéale, comme le voulait Sibérian, soit remplacer son frère en tant que prince idéal. Cependant, aucune de ces deux voies ne correspond à ce qu'elle veut vraiment être.
Elle a été la plus heureuse pendant tout le temps qu'elle a passé avec Sensei et Annette, et Sensei lui dit que c'est à elle d'écrire la suite de son histoire. Une lumière dorée commence à briller autour de Mathilda, et Sibérian reconnaît qu'il s'agit de la marque sacrée de la bête divine. Ce n'est pas la première fois que cette marque apparaît, car lorsqu'elle était plus jeune, elle se trouvait sur sa main droite. Alors que Léon était impatient d'en parler à Sibérian car cela signifiait que Mathilda deviendrait une combattante incroyablement forte à l'avenir, Mathilda l'a supplié de ne pas en parler à leur père car elle savait que Sibérian ne voulait pas qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec les arts martiaux. Sibérian, qui se trouvait alors à proximité, a tout entendu et a vu la marque s'effacer de la main de Mathilda parce qu'elle ne voulait pas l'accepter pour lui. Il réalise maintenant qu'il a été idiot d'essayer d'éloigner Mathilda des arts martiaux alors qu'elle est si douée pour cela. Kaibara félicite Mathilda d'avoir obtenu une sorte de pouvoir, mais il a également fini de digérer la main de Sibérian, ce qui fait qu'il maîtrise parfaitement la technique du point de la foudre. Même les flashbacks ne suffiront pas à la sauver, car ce n'est pas comme si elle était dans un anime avec une armure d'intrigue, alors il prendra plaisir à la regarder désespérée pendant qu'il la mange petit à petit. Pendant que Kaibara fulmine, Sensei allume une cigarette et dit calmement que l'espoir est souvent décevant, mais que même poussé au bord du désespoir, les gens trouveront toujours le dernier fil d'espoir auquel s'accrocher. Mathilda fonce, et Kaibara est encore persuadé qu'il la maîtrisera, mais il est décontenancé et reçoit un coup de tête qui lui donne une commotion cérébrale. Il tente de contre-attaquer, mais Mathilda a déjà chargé son coup de grâce, et même s'il utilise ses défenses à toute épreuve, il est finalement déchiqueté par la force de l'attaque de Mathilda. Kaibara tombe au sol, et maintenant qu'il a été vaincu, la marque sacrée sur la main de Mathilda commence à s'estomper et elle tombe inconsciente. Sibérian la rattrape et Annette s'approche pour la soigner. Pendant que Mathilda est soignée, Sensei va voir Sibérian et lui rend le journal de la reine. Sibérian demande si Sensei a lu le journal de sa défunte femme sans sa permission, et Sensei ne le nie pas. Mais que va faire Sibérian? Ce n'est pas comme si Sensei était condamné à mort pour cela. Cependant, Sibérian ne songerait pas à punir Sensei, car il lui doit une fière chandelle pour avoir guidé sa fille. Briarda arrive quelques instants plus tard et commente le fait que Mathilda ait réveillé sa marque sacrée. De plus, le coup qu'elle a utilisé pour vaincre Kaibara est en fait une technique ultime connue sous le nom de King S-Fan, bien que sa version soit encore incomplète. C'est alors que Kaibara revient à la vie sous la forme d'un monstre, mais cela n'a aucun sens puisque Sibérian est persuadé que c'est la technique de Mathilda qui l'a tué. Kaibara lui-même ne sait pas comment il a pu survivre à cela, mais il se souvient de la fois où lui et les 6 autres héros ont vaincu le Seigneur des Ténèbres, et tout cela lui paraît logique à présent. Il avait déjà dit qu'il était l'un des héros qui avait tué le Seigneur des Ténèbres, mais il n'avait pas mentionné que, pendant que personne ne regardait, il avait pris un morceau de chair du Seigneur des Ténèbres et l'avait mangé. Au début, il ne savait pas quel effet cela aurait sur lui, mais maintenant, il sent monter en lui une puissance inimaginable. Il est enfin devenu le prédateur ultime de ce monde, et avec son nouveau pouvoir, la première chose qu'il va faire est d'anéantir ce royaume tout entier, ou du moins, c'est ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été décapité au milieu de sa phrase. Les autres sont surpris de voir Valdilia accompagnée de son dragon, et Kaibara reconnaît qu'elle est la fille du Seigneur des Ténèbres, et il dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Il commence à parler du plaisir qu'il a eu à se mettre la viande de son père dans la bouche, mais Valdilia ne veut plus entendre un mot de la bouche de Kaibara, et elle le réduit en cendres. Tout le monde est impressionné par la puissance de Valdilia, et ils craignent qu'elle ne les prenne pour cible, mais elle entend alors une voix familière qui la met sur les nerfs. La dernière fois qu'elle a vu Sensei, il avait un trou dans la poitrine, et elle se demande comment il a pu survivre. Mais Sensei ne répond pas à sa question et lui demande si elle se sent mieux après avoir tué l'un des assassins de son père. Valdilia ne sait pas quoi répondre et menace de tuer Sensei la prochaine fois qu'elle le verra avant de s'envoler sur son dragon. Nier est étonné que Sensei ait réussi à effrayer une femme aussi effrayante que Valdilia, mais tout à quoi Sensei pense, c'est à l'expression de tristesse qui est restée dans les yeux de Valdilia, même après qu'elle se soit vengée de l'une des personnes qui ont causé la mort de son père. Il aimerait bien écrire son histoire un jour ou l'autre. Le lendemain, les opérations ont commencé à réparer les dégâts du palais, bien que je ne sache pas comment ils ont réparé un trou dans un arbre, et Sensei et les autres reçoivent un remerciement sincère de Faune au nom de tous les habitants de la capitale royale. Ils s'apprêtent à quitter la ville, mais Mathilda ne viendra pas avec eux puisqu'elle a décidé de rester à la maison pour soutenir son père. Elle leur manquera, mais ils peuvent respecter la décision qu'elle a prise. Pendant ce temps, Mathilda est assise dans sa chambre, mais le roi entre et lui demande ce qu'elle fait encore ici. Ses amis sont déjà partis pour continuer leur voyage, et il veut qu'elle les accompagne. Mathilda essaie de lui dire qu'elle veut rester pour le soutenir, mais Sibérian n'est pas assez faible pour avoir besoin de la protection d'une novice en arts martiaux comme elle, c'est pourquoi il l'encourage à partir à l'aventure et à acquérir de l'expérience. Mais une fois son voyage terminé, elle devra rentrer chez elle. Comprenant ce qu'il veut dire, Mathilda enfile ses vêtements d'aventurière et saute par la fenêtre. Avant de partir, elle remercie son père et lui promet de devenir une puissante artiste martiale comme lui à son retour.
Sur la route, Annette et Nir tirent le cercueil de Sansei, mais Sansei les arrête et leur dit que, contrairement à Annette, Nir n'a aucun talent pour tirer un cercueil, et qu'il n'a donc pas le droit de le faire seul. Nir dit à Sansei de sortir du cercueil et de marcher, car il est impossible qu'Annette puisse le tirer seule. Mais il semble qu'elle n'aura pas à le faire, car Mathilda arrive en courant derrière eux, et ils sont tous heureux de se revoir. Mathilda conduit le groupe vers le plus grand arbre de Zauberberg. Annette est déjà venue ici, mais elle trouve toujours l'arbre magnifique, quel que soit le nombre de fois où elle l'a vu. On dit que l'arbre-monde est un arbre sacré qui veille sur Zauberberg et protège ceux qui le visitent. Il y a une petite ville appelée Tonerico à proximité, où les gens vivent en harmonie avec la nature. Annette suggère donc qu'ils s'y arrêtent pour prier pour la protection avant de continuer leur voyage. Cependant, lorsqu'ils arrivent, au lieu d'une ville tranquille, ils trouvent un casino entier au milieu de la ville. Il n'y a jamais rien eu de tel auparavant, et les gens perdent déjà leurs économies et se font poignarder dans le parking. En fait, c'est assez réaliste, dit Sansei. Il est tout à fait normal que les gens gâchent leur vie lorsqu'ils en ont l'occasion. Il ne se préoccupe donc pas vraiment du casino, mais plutôt du fait qu'il n'a plus de pilule. Il s'est débrouillé jusqu'à présent, mais sans sa pilule du bonheur, il a une envie soudaine d'aller se balancer à un arbre par le cou. Pour l'instant, Annette pense qu'il devrait aller parler au maire de la ville pour savoir ce qui est arrivé à cette ville, mais d'abord, ils doivent empêcher Sansei de tweaker et de manger des cailloux. Une fois qu'ils ont trouvé le maire, celui-ci leur explique qu'il y a plusieurs mois, des habitants d'un autre monde venus voir l'arbre-monde ont décidé de s'installer ici et de construire un casino pour se divertir. Mais le casino a attiré encore plus d'altermondialistes peu recommandables, et maintenant le village n'est plus qu'un repère de vices. Cela a même des conséquences sur l'environnement, car toutes les feuilles de l'arbre-monde ont commencé à se dessécher et à mourir. L'arbre-monde s'est affaibli depuis que les habitants de l'autre monde ont pris le pouvoir, ce qui doit être le signe que l'esprit de l'arbre est attristé par les événements qui se sont déroulés. Le maire les supplie d'aider le village à redevenir ce qu'il était, mais au moment où la boîte de quête apparaît, quelqu'un parle derrière eux et dit qu'il va aider à sauver l'arbre-monde. Il dit s'appeler Yamada et être un autre sorcier, ce qui met les autres sur les nerfs. Yamada dit qu'il peut comprendre qu'il se méfie des habitants d'un autre monde, mais il leur assure qu'il est différent de tous les autres, car il veut vraiment la paix dans ce monde. Mathilda n'avait pas réalisé qu'il existait des habitants de l'autre monde qui étaient vraiment gentils, et Annette est heureuse d'avoir toute l'aide qu'elle peut obtenir. Mais alors qu'elle appelle Sansei pour qu'il se mette en route, elle se rend compte qu'il a disparu. Sansei s'est égaré en pleine ville. Il se sent mieux que jamais, son dos est droit, son esprit et son corps sont en bonne santé, alors il a vraiment besoin de trouver des pilules pour le remettre au bord de la mort. Alors qu'il marche, il tombe sur une grotte mystérieuse et sent qu'elle pourrait être intéressante, alors il s'y rend. À sa grande surprise, il trouve une bande d'idiots en train de fumer le zaza. Sansei est ravi de trouver un tel repère de choix de vie malsain, et il leur demande de bien vouloir lui passer de l'herbe, car il en a vraiment besoin. C'est alors qu'une femme sort de nulle part et touche le visage de Sansei. Elle ne l'a jamais vu dans le coin et ne veut pas qu'il soit victime d'une addiction, alors elle lui propose de l'emmener dans un endroit bien plus amusant que celui-ci. Elle emmène Sansei dans un bar voisin, et elle est étonnée de voir à quel point il a bu depuis qu'il est arrivé ici. Sansei lui dit qu'il essaie de se plonger dans le coma, et la femme pense que Sansei est une personne très intéressante. Elle se demande ce qu'il faisait dans cette grotte, car c'est là que se rendent les personnes dépendantes des feuilles de l'arbre-monde qui soulagent la douleur. Sansei lui explique qu'il a perdu quelque chose de très important pour lui, et que l'idée d'avoir un corps et un esprit sain l'horrifie au point de l'empêcher de dormir. La femme est encore plus intriguée par Sansei et lui propose de faire quelque chose pour l'aider à dormir confortablement. « Ce n'est pas ce que vous pensez, dit-elle. Elle est danseuse et propose à Sansei de lui donner un spectacle pour le rassurer. Sansei ne pense pas qu'un spectacle puisse l'aider à se sentir mieux, mais lorsque la femme commence à danser, il a l'air de s'amuser. Pendant ce temps, Annette pleure à chaudes larmes d'avoir perdu Sansei, mais quelques instants plus tard, la porte s'ouvre et Sansei revient, même si, à la grande horreur d'Annette, il est porté par une femme étrange. Le maire la reconnaît et lui demande ce qu'elle fait ici, car on l'a prévenue de ne pas venir. Mais Ash dit qu'elle voulait juste déposer Sansei et part immédiatement après avoir souhaité une bonne nuit à Sansei. Mathilda demande qui était cette femme et le maire explique qu'elle s'appelle Ash et qu'elle est connue sous le nom de sorcière de Tonerico. Le maire poursuit en expliquant que lorsque les habitants de l'autre monde ont commencé à construire leur casino à la périphérie de la ville, les villageois n'ont rien pu faire pour l'arrêter, même s'ils le voulaient, mais Ash était différente. Elle a saisi l'occasion et s'est rangée du côté des habitants de l'autre monde pour pouvoir construire un bar à côté du casino. Elle a toujours été une femme mystérieuse qui vivait à la périphérie de la ville, et personne ne sait rien de son passé ou de ses origines, mais il l'a laissée tranquille car elle était plutôt inoffensive. Cependant, maintenant qu'elle s'est rangée du côté des habitants de l'autre monde, elle fait fortune en vendant son vin et en dansant pour eux, si bien que les habitants de la ville la considèrent désormais comme une sorcière traîtresse. Puisqu'elle s'est rangée du côté des méchants de l'autre monde, Yamada pense qu'elle mérite d'être punie à juste titre, et le maire est d'accord avec lui. Le lendemain,
Sansé retourne dans la partie casino de la ville, et Annette tente de le rappeler car l'attaque contre les habitants de l'autre monde qu'il avait planifié va bientôt commencer. Cependant, Sansé n'a jamais accepté de participer à un plan aussi dangereux, et préfère passer son temps au bardèche, qu'il trouve réconfortant. Annette tente de le poursuivre, mais Yamada l'empêche et lui dit que cela ne sert à rien car Sansé a déjà été charmé par Esh. Cependant, il assure à Annette que Sansé reviendra vers elle une fois qu'ils auront détruit le casino. Pendant ce temps, Sansé boit un verre avec Esh, et il la remercie pour son émission d'hier soir, qui lui a permis de passer une bonne nuit de sommeil pour la première fois depuis longtemps. Esh est contente de l'entendre, mais elle prévient Sansé qu'il ne devrait pas trop la fréquenter, car les gens d'ici la considèrent comme une sorcière. Mais Sansé ne semble pas s'en préoccuper, car sa vie ne peut pas être pire. Dans ce cas, Esh propose un toast et espère que l'esprit de l'arbre du monde protégera la vie terrible de Sansé, mais Sansé n'a jamais entendu parler de l'esprit de l'arbre du monde auparavant. Esh explique qu'il existe une légende selon laquelle lorsque l'esprit de l'arbre du monde descend sur le monde, les souhaits des faibles et des malades sont exaucés. Elle plaisante en disant que Sansé pourrait être sauvé de la douleur de sa vie s'il y croit assez fort, mais pour Sansé, Esh est celle qui semble vouloir être sauvée. Esh est choquée par les paroles de Sansé, mais avant qu'elle ne puisse donner une réponse claire, les portes du bar s'ouvrent et les habitants de l'autre monde en charge du casino font irruption. Le patron ordonne à Esh d'apporter des boissons, et elle se lève pour les servir. Pendant ce temps, l'un des habitants de l'autre monde menace un groupe d'aventuriers qui ont gaspillé tout leur argent au jeu et qui doivent maintenant une somme ridicule au casino. Les aventuriers promettent de rembourser l'argent si on leur donne un peu de temps, mais l'autre mondain les menace de son pouvoir et leur dit qu'ils doivent récupérer l'argent avant la fin de la journée, même s'ils doivent vendre leurs reins pour y parvenir. Les aventuriers s'enfuient, effrayés, et l'autre mondain pense qu'ils ont compris le message, mais il est toujours inquiet car les profits du casino sont en baisse ces derniers temps. Il suggère à son patron que ce serait une bonne idée de le déplacer ailleurs, car tous les pigeons du coin ont déjà fait faillite. Mais le patron lui répond qu'il n'y a pas lieu de faire une telle chose puisqu'il peut se contenter de cibler les habitants du village. Une fois qu'il les a rendus dépendants des joies d'une addiction paralysante au jeu et qu'ils ont fumé jusqu'à ce que leurs poumons lâchent, ils deviennent des clients réguliers jusqu'à ce qu'ils soient ruinés ou qu'ils meurent d'un cancer. Dans les deux cas, ils ne se soucient pas des conséquences. Esh arrive avec leurs boissons et leur rappelle qu'elle a passé un accord avec eux et qu'elle a payé beaucoup d'argent pour leur protection afin qu'ils laissent les habitants de la ville tranquilles. Cependant, les affaires tournent au ralenti et le patron du casino se moque du nombre de personnes qu'il doit transformer en toxicomanes tant qu'il fait des bénéfices. Il ordonne à son subordonné d'aller kidnapper des habitants du village et de les droguer jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients réguliers. Esh tente de l'arrêter, mais elle se retrouve projetée sur un tabouret de bar. Sansé s'approche d'elle et la réconforte en lui disant que ses actes ne sont pas ceux d'une sorcière. Elle ressemble plutôt à un ange, même si les habitants de la ville ne le reconnaissent pas. À ce moment-là, un énorme fracas se fait entendre à l'extérieur, et tous les habitants du monde sortent en courant pour comprendre ce qui s'est passé. Ils constatent alors que le casino a été complètement démoli. C'est l'œuvre de Yamada. Lorsqu'il voit les méchants habitants de l'autre monde, il se prépare à exercer sa juste justice sur eux. Ces derniers sont sur le point d'attaquer Yamada, mais Sansé arrive et dit qu'il déteste les gens tape à l'œil comme Yamada. Yamada dit à Sansé de ne pas s'en mêler car il n'a pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui est charmé par la sorcière. Sansé reste effectivement en dehors de l'affaire, mais ce n'est pas parce que Yamada le lui a demandé. Sansé n'a jamais respecté quelqu'un qui lui faisait la morale, et il ne va certainement pas respecter le sens de la justice de Yamada. Yamada décide de laisser Sansé tranquille pour l'instant et de s'occuper des méchants habitants de l'autre monde. Alors qu'il le charge, il dégaine son sabre et les frappe avec son justice slash, qui les pulvérise tous. Les autres habitants du monde se rendent compte que Yamada a beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensaient, et le chef ordonne à tout le monde d'effectuer une retraite tactique. Maintenant que les autres habitants du monde ont été éliminés, Yamada doit s'occuper d'Esh car les villageois pensent qu'elle est également maléfique. Alors il lui demande si elle est toujours du côté des autres habitants du monde. Elle lui répond qu'elle est heureuse que la ville ait été sauvée, ce qui lui suffit. Il lui dit donc qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut à partir de maintenant. Les habitants de la ville s'approchent de Yamada et l'acclament comme leur sauveur, mais dès qu'ils remarquent Esh, leurs acclamations se transforment en menaces haineuses dirigées contre elle. Yamada tente de désamorcer la situation et dit à tout le monde qu'Esh n'est pas maléfique et qu'il n'est donc pas nécessaire d'agir contre elle. Cependant, les habitants de la ville décident de lui jeter des pierres pour la faire fuir. Yamada est choqué de voir à quel point les gens sont cruels et déraisonnables. Alors qu'ils continuent d'insulter Esh, Sansé intervient et leur dit qu'ils ne valent rien. Comment peuvent-ils traiter ainsi la personne qui a protégé leur ville pendant tout ce temps ? Elle a passé tout son temps à se rapprocher des autres habitants de la planète pour qu'ils ne s'en prennent pas à la ville, et si elle n'avait pas fait cela, la ville aurait été envahie depuis longtemps. Si quelqu'un doit être considéré comme le sauveur de la ville, c'est Esh. Pourtant, même en sachant tout cela, l'ignorance prévaut et les gens continuent à dire qu'ils veulent chasser Esh.
Et je comprends qu'elle ne sera jamais acceptée par les habitants de ce village. Elle dit donc à Sansei qu'il n'a pas à la défendre car elle s'en va. En s'éloignant, elle s'excuse pour tous les problèmes qu'elle a causés, et les habitants du village célèbrent le fait qu'ils ont réussi à se débarrasser d'elle. Yamada n'arrive pas à croire ce qu'il voit et demande à Sansei s'il savait que les choses se termineraient ainsi. Sansei lui répond que la frontière entre le bien et le mal est arbitraire, mais que certaines personnes vivent leur vie en étant convaincues qu'elles sont toujours du bon côté. Il ne peut pas dire avec certitude si Yamada a eu raison de sauver le village, mais il est certain que ce village a volontairement chassé celui qui s'est le plus battu pour le protéger, et il ne voudrait pas passer une seconde de plus auprès d'eux. Sansei quitte la ville avec tous les autres, et alors qu'ils s'en vont, le maire du village s'approche de Yamada et lui dit qu'il a une requête à lui faire. Il lui raconte que les autres habitants du monde vendaient les feuilles de l'arbre du monde comme de la drogue et rendaient les gens dépendants. Yamada est dégoûté d'entendre un acte aussi ignoble, mais il l'est encore plus lorsqu'il entend le chef du village dire qu'il veut commencer à vendre les feuilles lui aussi. Il a vu les autres habitants de la planète gagner beaucoup d'argent grâce à ce produit, et il veut lui aussi avoir sa part du gâteau. Il demande donc à Yamada de devenir le garde du corps et le collecteur de dettes de la ville. Yamada tombe à genoux en réalisant qu'il a perdu son temps à essayer de sauver des gens qui se sont avérés être des salauds à la fin. Alors que Sansei est emmené par les autres, ils assistent à quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. L'arbre du monde se fane complètement, tout comme les projets du chef du village de devenir un baron de la drogue. À ce moment-là, une lumière brillante apparaît devant Sansei, et il voit Ash sous sa véritable forme. Il s'avère qu'elle était l'esprit de l'arbre-monde depuis le début, et elle le remercie d'avoir été le seul à être gentil avec elle. Ne pouvant rester ici plus longtemps, elle laisse à Sansei un cadeau d'adieu, une jarre contenant une infinité de pilules pour lui. Le voyage du groupe les amène bientôt dans un désert, mais la chaleur torride est trop forte pour eux. Il fait si chaud qu'Annette doit faire une pause pour hydrater le tapis volant, mais Sansei semble l'apprécier car il risque de s'évanouir à cause d'un coup de chaleur. Mathilda demande à Annette si elles doivent vraiment traverser tout ce désert, car il n'y a toujours que du sable chaud devant elle, et Annette ne sait pas si elles doivent continuer à avancer ou non. Elle aimerait qu'elles prennent le chemin le plus court vers le temple de Dritten, qui traverse le désert, mais vu comment les choses se sont passées jusqu'à présent, elle ne pense pas qu'elle puisse traverser tout le désert sans mourir de chaleur. Il passe un mauvais moment, mais maintenant qu'il y pense, Nir semble se débrouiller parfaitement bien malgré la chaleur. Nir leur dit que la chaleur ne le dérange pas parce qu'il a été élevé dans cette région et qu'il sait donc comment naviguer dans le désert. Son premier conseil pour survivre au désert de la mort est qu'il est plus sûr de voyager de jour, malgré la chaleur. La nuit, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des monstres ou des bandits, alors le jour est une bien meilleure alternative, ou du moins il aurait dû l'être, car ils finissent quand même par se faire attaquer par des bandits. Le chef des bandits, qui a l'air d'un Jojo, est un habitant de l'autre monde nommé Toru. Il déclare que c'est son territoire et que si le groupe veut passer, il devra payer une taxe. Mathilda ne veut surtout pas avoir à s'occuper de cela alors qu'il fait déjà si chaud, mais comme ils sont acculés, il n'y a pas d'autre choix. Annette dit à Sansei d'aller se cacher dans le cercueil, mais avec la chaleur qu'il fait, l'intérieur du cercueil est comme un four, alors elle dit à Sansei de rester dehors. Mathilda et Annette commencent à combattre les bandits ensemble, et avec toutes les aventures qu'elles ont vécues jusqu'à présent, elles sont bien trop puissantes pour les bandits. Cependant, il semble que Sansei se soit évanoui à cause d'un coup de chaleur, et Toru décide de s'en prendre à la cible sans défense à la place. Nir est proche de Sansei, il se tient donc debout pour le défendre contre Toru, mais il a encore peur de dégainer son épée. Toru s'arrête devant Nir et se moque de lui parce qu'il pense pouvoir protéger les autres alors qu'il est évident qu'il n'a jamais tenu un sabre auparavant. Il rappelle à Nir que brandir une épée signifie que l'on est prêt à mourir, et Toru n'hésite pas à tuer des enfants. Il est tout à fait d'accord pour utiliser son venin de scorpion pour donner à Nir une mort lente et douloureuse, alors il demande à Nir s'il le veut vraiment. Nir ne veut pas mourir ainsi, mais Sansei, lui, le veut. Il s'approche donc du scorpion de Toru et demande à mourir dans d'atroces souffrances. Toru est effrayé par Sansei, mais il suppose que Sansei doit penser que le poison est un bluff, alors pour prouver qu'il ne bluffe pas, il poignarde Sansei et lui injecte des tonnes de poison de scorpion. Une personne normale aurait immédiatement commencé à se tordre de douleur, mais dans le cas de Sansei, après que le scorpion l'ait poignardé, c'est le scorpion qui meurt à sa place. Sansei est déçu d'être encore en vie, et Toru est dévasté que son scorpion ait été tué, alors il charge vers Sansei et a l'intention de lui faire payer. Nir est encore trop effrayé pour dégainer son épée et se battre, alors il reste là tandis que Toru tente de frapper la tête de Sansei. Cependant, juste avant que Toru n'y parvienne, ils entendent le hurlement d'une bête, et la bande de Toru reconnaît qu'il s'agit du loup du désert, et qu'ils doivent donc se tirer d'ici rapidement. Toru décide à contre-cœur de battre en retraite, mais il jure qu'il vengera son scorpion. Maintenant que les choses se sont calmées, Annette commence à soigner le trou dans la poitrine de Sansei, mais même s'ils ont gagné la bataille, Nir est triste parce qu'il n'a pas eu le courage de se battre quand son ami avait le plus besoin de lui.
Mathilda s'approche et tente de le réconforter en lui disant que ce n'est pas grave s'il a eu trop peur pour agir, qu'il n'aura qu'à se débrouiller la prochaine fois qu'ils se battront. Une fois qu'Annette a fini de soigner Sensei, Nier s'excuse de ne pas avoir pu le protéger. Nier se reproche d'être un lâche, mais Sensei lui dit que ce n'est pas de sa faute, car personne ne commence jamais comme un héros. Les gens deviennent plus forts en faisant face à leurs échecs et en allant de l'avant malgré eux, alors Nier ne devrait pas trop s'en vouloir. Quoi qu'il en soit, Annette s'inquiète du bruit de bêtes qu'ils ont entendu tout à l'heure, elle ne veut donc pas rester longtemps ici et demande à Nier d'ouvrir la voie. Nier se sent mieux depuis qu'il a trouvé un moyen de se rendre utile, et il conduit le groupe jusqu'à la maison où il a grandi. L'endroit s'appelle l'orphelinat des Terres Désolées, et Nier leur dit qu'ils peuvent y passer la nuit. Mais en entrant, il aperçoit 3 visages familiers qu'il n'a pas vus depuis longtemps, et les enfants sont heureux de retrouver Nier après une si longue période. La femme qui a élevé Nier, Cathy, sort et lui souhaite la bienvenue. Le groupe est convié à un merveilleux repas avec les orphelins. Nier est très heureux de goûter à la cuisine de Cathy, et la nourriture d'aujourd'hui est d'autant plus délicieuse qu'un gentil inconnu a fait don de beaucoup d'ingrédients à l'orphelinat ces derniers temps. Cathy veut vraiment remercier cette personne, mais elle n'a aucune idée de qui il s'agit. L'un des enfants commence à parler à Nier et lui rappelle qu'il avait dit qu'il ne reviendrait pas à l'orphelinat tant qu'il ne serait pas devenu un vaillant héros, alors ils veulent savoir s'il a fait. Mathilda surveille Nier pour voir ce qu'il dit après avoir tâtonné lors de leur récente bataille. Nier sait qu'il n'est pas un vaillant héros, mais il dit aux enfants qu'il fait techniquement partie d'un groupe de héros. Techniquement, il ne ment pas, puisque Sensei est un héros d'un autre monde. Sensei nie être un héros quelconque et dit qu'il est juste un auteur qui écrit des histoires, alors les enfants lui demandent avec enthousiasme de leur raconter une histoire. Sensei est d'accord et s'apprête à commencer son histoire déprimante, mais Cathy l'arrête car elle ne veut pas que quelqu'un traumatise les enfants avant l'heure du coucher. Plus tard dans la nuit, tous les enfants sont endormis et Annette remarque qu'ils sont tous très mignons. Mais tout à coup, ils entendent le bruit du monstre de tout à l'heure, et il semble assez proche. Cathy sort et leur dit que le bruit est celui d'un loup qui terrorise la région depuis peu. Le bruit de ces hurlements effraie Cathy presque à mort chaque nuit, et comme elle doit se préoccuper de la sécurité des enfants, elle verrouille la porte et prévient tout le monde qu'ils doivent rester à l'intérieur à tout prix s'ils veulent survivre à la nuit. Pendant ce temps, Sensei se promène tranquillement la nuit et tombe sur la scène d'un horrible massacre. L'instinct des films d'horreur lui dirait de faire demi-tour et de faire comme s'il n'avait jamais été là, mais Sensei pense que cela pourrait être intéressant, alors il continue d'avancer. De retour à l'orphelinat, tout le monde s'est endormi et on dirait qu'ils n'ont pas encore réalisé que Sensei a disparu. Mathilda frappe accidentellement Nier au visage pendant qu'elle dort, le réveillant et l'amenant à voir une silhouette cachée derrière la fenêtre. Nier se souvient de ce que Cathy lui a dit à propos du loup qui rôde dans cette région, il a donc très peur, mais il veut aussi protéger tout le monde. Il prend son épée et sort pour vérifier s'il n'y a rien d'anormal. Ce faisant, il se heurte à un homme portant un panier de légumes. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un voleur, mais l'homme jure qu'il ne faisait rien de suspect, même si ses actions ont l'air suspectes. Nier comprend qu'il doit s'agir de la personne qui a secrètement apporté de la nourriture à l'orphelinat, mais il demande pourquoi l'homme ne la livre pas directement, car tout le monde aimerait le remercier personnellement. L'homme répond qu'il n'a pas besoin d'être remercié puisqu'il se contente de regarder les visages heureux des enfants en les espionnant par les fenêtres. L'homme est peut-être un peu effrayant, mais son cœur est au bon endroit, alors Nier lui demande de venir s'asseoir avec lui. L'homme demande pourquoi il n'a pas vu Nier dans l'orphelinat avant aujourd'hui, alors Nier explique qu'il est actuellement en voyage, mais qu'il a grandi dans cet orphelinat après la mort de ses parents lorsqu'il était plus jeune. L'épée qui se trouve là-bas appartenait apparemment au père de Nier, alors maintenant il rêve de devenir un héros digne de brandir cette épée pour que les autres de l'orphelinat puissent être fiers de l'avoir comme grand frère, bien qu'il lui soit difficile de trouver le courage de le faire. L'homme est ému aux larmes par l'histoire de Nier et dit que Nier est un enfant formidable, mais que Nier ne pense pas qu'il y ait quelque chose de formidable en lui. Pour remonter le moral de Nier, l'homme lui demande de lui raconter quelques histoires sur ses voyages, ce que Nier fait volontiers. Pendant ce temps, Sensei se tient dans un coin et prend des notes parce qu'il trouve l'histoire de Nier très intéressante. Nier et l'homme discutent toute la nuit. Lorsque le soleil se lève, l'homme s'apprête à partir. Avant de partir, Nier l'invitait à prendre le petit déjeuner avec tout le monde, car ils aimeraient tous le rencontrer. Cependant, bien que l'homme apprécie l'offre, les soutenir dans l'ombre lui suffit amplement. De plus, il ne pense pas qu'il mérite d'être remercié en premier lieu. Nier voit bien que l'homme semble un peu contrarié, il veut donc faire quelque chose pour le réconforter et lui demande s'il a un peu plus de temps libre à lui consacrer. Nier et l'homme s'enfoncent dans le désert, et grâce au nez fin de l'homme, ils parviennent rapidement à trouver une oasis. De là, ils commencent à récolter toutes sortes de produits pour l'orphelinat. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Sensei en a assez des enfants et se réfugie dans son cercueil pour qu'ils ne l'importunent pas. Annette et Mathilda trouvent cela hilarant, mais elles entendent un bruit à l'extérieur et sont choquées lorsqu'elles voient toute la nourriture sur le pas de leur porte. Plus tard dans la journée, Nier est épuisé par le dur labeur qu'il a accompli toute la matinée,
mais il est aussi très heureux d'avoir obtenu toute cette nourriture pour l'orphelinat et d'avoir passé du temps avec l'homme. Un peu plus tard, Cathy entre en courant dans la pièce avec de terribles nouvelles. Nir s'attendait à entendre parler de la montagne de nourriture apportée à l'orphelinat, mais au lieu de cela, il apprend qu'un des enfants a été kidnappé par le gang de Toru. Toru est dehors en ce moment même et menace de blesser gravement Nat si le propriétaire de l'orphelinat ne sort pas et ne lui donne pas de l'argent. Mathilda n'arrive pas à croire que Toru soit prêt à retenir le petit enfant en otage pour obtenir une rançon, mais elle assure à Cathy qu'elle, Annette et Nir le sauveront, et que tous les autres devraient attendre à l'intérieur. Elles sortent et dès que Toru reconnaît le groupe, il ordonne à tous ses hommes d'attaquer. Annette et Mathilda commencent immédiatement à se battre, mais elles se débattent et ont besoin d'aide. Cependant, Nir est de nouveau figé par la peur, et avant qu'il ne devienne une cible, l'homme de tout à l'heure arrive et le met en sécurité. Nir pleure sa lâcheté car il sait que Nat est en difficulté, mais son corps ne lui permet pas de faire quoi que ce soit pour l'aider. L'homme commence à avoir des flashbacks d'une fois où il n'a pas réussi à protéger un être cher, et il n'est pas prêt à laisser la même chose arriver à Nir, alors il se détourne de Nir et lui dit qu'il s'occupera de tout à partir de maintenant. Il explique à Nir qu'il est un être d'un autre monde et que, sur Terre, il a perdu un être cher parce qu'il était faible, mais qu'ici, il a enfin le pouvoir de protéger ce qui lui tient à cœur. L'homme se transforme, révélant qu'il est le loup dont les habitants ont peur, et il ne tarde pas à attaquer Toru et sa bande. Lorsque la bande se rend compte que le loup est là, Toru laisse tomber l'enfant et commence à s'enfuir, mais l'homme ne va pas laisser Toru s'échapper si facilement. Des salauds comme Toru lui ont tout volé, alors avec son pouvoir, l'homme a l'intention de se venger de toute une vie de souffrance aux mains des méchants. Nir se rend compte de la souffrance que l'homme a dû endurer, mais s'il tue Toru, l'homme ne sera plus jamais la même personne aimable qu'avant. Nir trouve donc le courage de dégainer son épée et s'avance devant Toru pour l'empêcher de le tuer. Toru tente de profiter de l'occasion pour s'échapper, mais l'homme continue de le poursuivre et détruit sa nouvelle moto Scorpion. Mais avant que l'homme ne puisse porter le coup de grâce, Nir se dresse à nouveau devant lui et lâche son épée pour faire appel à l'humanité de l'homme. Cela suffit à le faire sortir de sa rage sanguinaire, et l'homme revient à la normale, honteux d'avoir agi de façon aussi monstrueuse. Nir tend la main à l'homme et lui dit que tout va bien, et ils se rendent tous à l'orphelinat pour entendre l'histoire de l'homme. L'homme a longtemps vécu seul parce qu'il a perdu ses parents très tôt, mais un jour, un gentil garçon lui a tendu la main et lui a montré la chaleur de l'amitié. Cependant, les jours heureux n'ont pas duré longtemps, car ce garçon a été un jour acculé par une bande de brutes et battu. L'homme a assisté à la scène, mais il savait pertinemment qu'il ne pouvait rien y faire. Il a donc tourné les talons et s'est éloigné, et c'est à ce moment-là que Truck-kun a frappé. La capacité de sensé s'active et il précise que même s'il pense que l'homme est un lâche, il est beaucoup plus gentil que la plupart des gens, car même avec le pouvoir de son don, il a décidé de l'utiliser pour effrayer les méchants plutôt que de succomber au pouvoir. Comme il semble qu'il va être renvoyé sur Terre, l'homme dit à tout le monde qu'il est heureux d'avoir pu les rencontrer. Quelques instants plus tard, il disparaît et se réveille sur Terre, au moment où Truck-kun s'apprête à partir, et en levant les yeux, il aperçoit le gentil garçon venu le voir. Il fond en larmes car il est heureux de le voir. De retour au château du Seigneur Démon, l'un des 7 héros maléfiques apprend que Kaibara a été tué lors de sa tentative de prise de contrôle de Grain, et qu'un autre d'entre eux, Sengoku, lutte dans le désert contre les forteresses naines. Ils ont commis l'erreur de sous-estimer les alliés nains de Hellscape, et il doit admettre que le soi-disant magicien des ouragans est vraiment redoutable. Nous nous retrouvons dans le désert, où se déroule la bataille sanglante des nains. Les prêtres sont là pour prêter main forte, mais Wolf est plus préoccupé par le fait qu'il n'a plus d'alcool. Aïcha lui demande comment il peut boire dans un moment pareil, mais il ne voit rien de mal à ce qu'il fait et lui dit d'arrêter d'être toujours aussi coincé. Aïcha l'attrape par le col et lui rappelle qu'il est le responsable de cette nation et qu'il doit agir en conséquence. Wolf la corrige en disant qu'il n'a jamais accepté de devenir le chef de cette nation, les gens ont juste décidé d'en faire leur chef, même s'il n'est qu'un prêtre, et maintenant il est censé se battre contre un héros déchu. L'armée du héros déchu commence une attaque à grande échelle et Aïcha demande à Wolf de faire quelque chose avant que la ville ne soit détruite. Wolf s'exécute et demande au général nain, Donan, de l'aider à attirer l'ennemi vers l'est pour mettre en œuvre un plan qu'il a élaboré. Mais Donan déclare qu'il n'a pas l'intention d'écouter Wolf et affronte l'armée de front avec sa hache. Cependant, même si Donan a dit qu'il n'écouterait pas Wolf, il attire quand même l'homme lézard vers l'est, comme l'a demandé Wolf. Maintenant que les hommes lézards ont été attirés, Wolf dit à Aïcha de se tenir à l'écart car il va devoir utiliser sa magie de façon un peu plus sérieuse. La principale force ennemie étant isolée, il invoque un cercle magique sous leurs pieds et crée un énorme ouragan qui les met en pièces. Cela oblige le héros déchu à battre en retraite avec ses troupes restantes, et Wolf annonce à Aïcha qu'ils ont gagné la bataille pour aujourd'hui. Alors qu'il s'éloigne, Aïcha remarque quelqu'un qui flotte à l'intérieur de l'ouragan, il s'agit de Sensei. Après le retour de tous en ville, une fête est organisée pour célébrer la victoire contre le héros déchu, et Donan se voit attribuer un siège d'honneur pour sa grande contribution à la bataille.
Wolf a également un siège d'honneur et s'assoit, remerciant tous les nains pour leur travail acharné, en particulier Donan. Donan admet que Wolf a également fait du bon travail, même si c'est un elfe. Ils ont l'air d'avoir une bonne relation après tout. Pendant que la fête se poursuit, Mathilda et Nyr se gavent de nourriture, tandis qu'Esha les observe en souriant. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Annette et les autres de sitôt, et elle est donc surprise de les voir débarquer. Annette avoue que son groupe s'est perdu dans le désert, et avant qu'il ne réalise ce qui s'est passé, Sancet s'est soudainement retrouvé pris dans un ouragan de sable. À ce propos, Aïcha demande comment va Sancet, et Annette lui répond qu'il va bien. Heureusement, il n'a subi que des blessures mineures parce qu'il se trouvait principalement dans son cercueil, mais Sancet ne pense pas du tout que c'était une chance. Il a fini par survivre grâce à cela. De plus, son précieux cercueil a été complètement détruit, mais Annette promet de lui en acheter un nouveau dès qu'elle le pourra. Wolf vient ensuite s'excuser auprès de Sancet pour l'avoir accidentellement frappé avec son ouragan et l'avoir presque tué, mais Sancet est plus en colère qu'il n'ait pas pu finir le travail. Par ailleurs, Wolf a apparemment un familier, et Mélo en est éperdument amoureuse. Wolf demande à Sancet de lui pardonner ses erreurs puisqu'ils sont en guerre. Cependant, Sancet et les autres n'avaient aucune idée qu'une guerre était en cours, alors Aïcha propose de leur expliquer la situation. Cette nation est actuellement attaquée par l'un des 7 héros déchus. Dès que Mathilda entend parler du héros déchu, elle s'exclame fièrement que c'est elle qui a vaincu le héros déchu qui a attaqué Grou. Wolf a du mal à croire que Mathilda ait pu faire une chose pareille, et cela l'énerve parce qu'elle pense que son équipe est forte et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Elle dit à Wolf que Sancet a la capacité de renvoyer les êtres d'un autre monde d'où ils viennent, mais Wolf n'est pas surpris. Il en a déjà entendu parler lors de la réunion de l'église. Franchement, il ne pense pas qu'une telle capacité soit nécessaire, car quelle que soit la capacité d'un autre monde, il sera toujours capable de la surpasser grâce à sa magie. Il ne veut pas qu'il interfère trop avec son travail, alors il leur dit de s'asseoir et de le laisser s'occuper des héros déchus. Alors que Wolf s'éloigne, Mathilda demande si Wolf est vraiment assez fort pour s'en tirer avec un tel salaud. Malheureusement, Aïcha lui répond que Wolf est en fait très puissant. Il est connu sous le nom de sorcier des tempêtes et est sans aucun doute l'un des mages les plus puissants du monde. Même les héros déchus auraient du mal à se défendre contre sa puissante magie. De retour au château des démons, le mage noir revient et les autres sont surpris. Ils n'auraient jamais pensé qu'ils seraient contraints de battre en retraite. Il leur dit que ce n'est pas un problème puisque demain, il participera personnellement à la bataille et que, cette fois, il n'y a aucune chance qu'ils perdent. C'est bien beau, mais un autre gars pense qu'il vaudrait mieux laisser les femmes s'occuper de cette bataille, car elles sont bien plus aptes à le faire. L'une d'entre elles porte une corde autour de sa main, semblable à celle de Sancet, ce qui signifie qu'il s'agit de Saki. L'autre femme est occupée à faire des origamis, alors il lui demande si elle est prête à partir, et elle lui répond par un regard vide. Au village des nains, Sancet se promène avec Mélo, qui est très déprimé d'avoir été rejeté. Sancet lui donne quelques conseils, lui disant qu'il devrait s'habituer à ce sentiment d'angoisse, car il n'est pas près de disparaître. Mais Sancet comprend que l'on veuille être avec la personne que l'on aime, et il propose donc à Mélo de l'aider à retrouver son amour. Ils doivent aussi lui trouver un nom, et Sancet leur propose de l'appeler Fémo. Par chance, ils trouvent Fémo avec Wolf alors qu'il est assailli par une bande de Fangirls. Elles proposent toutes de se relayer au lit avec lui, mais Wolf les rejette pour aujourd'hui et s'en va. Sancet remarque que Wolf semble être très populaire auprès des femmes, contrairement à Mélo, mais il encourage Mélo à ne pas renoncer à courtiser Fémo. S'il est assez persévérant, elle finira par accepter de sortir avec lui. Sancet et Mélo suivent Wolf et Fémo jusqu'à ce qu'il arrive à une vieille maison, et Wolf frappe à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Il accepte que la personne à l'intérieur ne veuille pas lui parler pour l'instant, alors il lui dit qu'il doit continuer la guerre, mais qu'une fois que tout sera terminé, il reviendra la chercher. Sancet est surpris de voir qu'un homme aussi populaire que Wolf se bat encore avec sa propre histoire d'amour, mais il ne veut pas s'immiscer davantage, et il part avec Mélo peu de temps après. Le lendemain, Donan est informé que l'ennemi attaque à nouveau, il est temps de partir en guerre. Mathilda se lève, disant qu'elle va se battre elle aussi, mais Donan lui dit que ce n'est pas la peine, car elle et les autres sont des invités ici, et qu'elle devrait le laisser s'en occuper. Donan et Wolf partent s'adresser à l'armée naine et déclarent que c'est aujourd'hui qu'ils vont enfin mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Les nains sont tout excités à l'idée d'affronter les forces ennemies, et les choses semblent bien se passer au début, mais tout à coup, un dragon apparaît et frappe toute la région. Il s'agit du dragon de Jade qui appartenait au Seigneur des Ténèbres, et qui est maintenant sous le contrôle d'un autre monde. Wolf se sent mal à l'aise, mais un seul dragon ne changera pas grand-chose pour lui. Il a déjà terrassé des tonnes de dragons par le passé, et celui-ci ne sera pas différent. Cependant, alors qu'il s'apprête à le faire exploser, il croise le regard d'une héroïne déchue qui le chevauche, et pour une raison ou une autre, il ne peut plus se résoudre à lancer son sort. La jeune fille descend du dragon et salue Wolf comme son ancien maître. Mais avant qu'il ne puisse répondre,
elle utilise son pouvoir pour le capturer. Aïcha tente d'aider Wolf, mais la fille utilise son pouvoir obscur pour toucher la main d'Aïcha, et pour une raison inconnue, Aïcha ressent un soudain accès de faiblesse et tombe sur le sol. La fille dit qu'elle reviendra tuer Aïcha plus tard, mais que pour l'instant, elle a affaire à Wolf, alors elle l'emmène et s'envole à bord du dragon. Une fois qu'Aïcha a réussi à se remettre sur pied, elle crie à Donan qu'ils doivent se replier immédiatement. Lorsque toutes les troupes se sont repliées vers le château, Aïcha leur apprend que Wolf a été enlevé. Donan ne sait pas quoi faire, car Wolf était l'épine dorsale de leur armée, et sans lui, les troupes sont désorganisées et les murs du château seront bientôt percés. Alors que tout le monde essaie de trouver une solution, Sansei fait remarquer à Mélo que Femo a le cœur brisé par la perte de son maître et que c'est l'occasion rêvée pour Mélo d'utiliser son chagrin d'amour pour gagner des points d'affection avec elle. Ils partent donc à la rescousse de Wolf. Afin de comprendre le passé de Wolf, Sansei et Mélo retournent dans la vieille maison où ils l'ont vu se rendre. Sansei espère en savoir un peu plus sur le passé de Wolf. Il s'approche de la maison et frappe à la porte en disant qu'il veut poser quelques questions à la femme au sujet de Wolf. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre en grinçant et une vieille dame en sort. Sansei se rend alors compte que l'histoire est peut-être plus intéressante qu'il ne le pensait. Wolf se réveille ligoté devant le temple de Dritten, et la fille, Yuriko, a apparemment beaucoup de souvenirs de cet endroit puisqu'elle y a pratiquement grandi. S'apercevant de la présence d'un intrus, les gardes du temple se précipitent pour arrêter Yuriko et sauver Wolf. Cependant, avec la puissance de Yuriko, je doute qu'ils y parviennent. Alors que Yuriko s'apprête à tuer les gardes, elle remercie Wolf, car c'est grâce à lui qu'elle a pu maîtriser pleinement son pouvoir, et elle veut donc qu'il reste hors de son chemin pour qu'elle n'ait pas à le tuer. De retour au château des nains, Aïcha dit à tout le monde qu'il est probable que la jeune fille ait été l'élève de Wolf. Wolf était particulièrement passionné par l'entraînement des combattants de l'autre monde, mais un jour, il a soudainement arrêté et a commencé à noyer son chagrin dans l'alcool. Elle ne sait pas avec certitude si la fille est à l'origine du comportement de Wolf, mais pour l'instant, leur priorité est de sauver Wolf, et elle demande donc à Donan d'envoyer des soldats pour participer à l'effort de sauvetage. Donan aimerait pouvoir aider, mais le château étant encerclé, il n'a pas de soldats à disposition. Comme il n'y a pas d'autre option, Mathilda dit qu'elle et les autres peuvent aller le secourir à la place. Annette accepte et se tourne vers Sansei pour lui demander s'il est d'accord, mais c'est alors qu'elle se rend compte que Sansei n'est pas là, et qu'il est parti depuis un moment déjà. C'est alors que Sansei entre dans la pièce, portant la vieille dame, ce qui soulève beaucoup de questions. Annette est en larmes parce que Sansei ne l'a jamais portée comme ça. Le lendemain matin, l'équipe est prête à partir pour le temple de Dritten afin de sauver Wolf. Donan s'excuse de ne pas avoir pu envoyer de soldats avec eux, mais Mathilda dit que ce n'est pas grave puisqu'il a fabriqué un nouvel équipement pour chacun d'entre eux. Cependant, Sansei dit que l'équipement qu'il a commandé n'est pas encore arrivé, et qu'il n'est donc pas un client satisfait. Donan essaie d'expliquer que ce que Sansei a demandé est très complexe et que cela prendra un peu plus de temps pour le fabriquer, mais Sansei s'en moque et demande à Donan de le faire fabriquer. Aïcha intervient, disant que le groupe doit partir puisque la vie de Wolf est toujours en danger. Mais même en disant cela, comment vont-ils se rendre au temple de Dritten de l'autre côté du désert sans s'épuiser? Immédiatement après avoir dit cela, ils entendent quelqu'un parler sous le sable, et il s'avère qu'il s'agit de Toru. Mathilda pense que Toru est là pour leur chercher à nouveau Noise, mais Toru lui assure qu'il ne cherche pas les ennuis. Il a changé de vie après que Nir l'ait sauvé d'une agression, et maintenant il est chauffeur de bus le jour et protège l'orphelinat la nuit. Mathilda et Nir n'ont jamais entendu parler d'un bus auparavant, alors Toru décide de faire une démonstration en utilisant un tigre du désert qui se trouve à proximité. Il utilise son pouvoir sur lui, le transformant en bus tigre, et les invite tous à monter à bord. Tous sauf Sansei, parce que Toru est toujours rancunier à propos de son vélo scorpion favori, que Sansei a détruit. Toru part sans Sansei et refuse de revenir le chercher, si bien que Sansei accepte de ne rien faire d'utile cette fois-ci puisqu'il n'a pas de moyen de transport. Cependant, la vieille dame supplie Sansei de l'emmener à Wolf, et il peut voir dans son regard qu'elle tient profondément à lui, alors il décide de faire de son mieux après tout. Alors que les autres arrivent au temple des détritus, Annette trouve des gardes assommés sur le sol. Elle tente de les soigner, mais Aïcha l'en empêche parce qu'il reste des traces de magie sur eux et qu'ils risquent d'être blessés si elle les touche. Ils reviendront s'occuper des blessés plus tard, mais pour l'instant, ils doivent sauver Wolf. En ouvrant les portes du temple, ils découvrent Yuriko assise sur une chaise, Wolf suspendu au-dessus d'elle. Elle se présente comme la femme du monde qui a été entraînée par Wolf, mais que les gens appellent désormais l'ange déchu de la cupidité. Elle n'apprécie pas d'être interrompue alors qu'elle vit un moment important avec Wolf, aussi utilise-t-elle sa capacité à invoquer plusieurs soldats squelettes pour s'occuper d'eux. Nir et Toru courent devant pour retenir les squelettes, et Wolf supplie Yuriko d'arrêter ce qu'elle fait, mais elle ne l'écoute pas. Annette et Aïcha travaillent ensemble pour vaincre une partie des squelettes, et Mathilda est capable d'en éliminer un grand groupe. Cependant,
il ne semble pas qu'elle puisse se reposer de sitôt, car les squelettes reviennent sans cesse à la vie. Avec de tels soldats immortels, la bataille se poursuivra jusqu'à ce que le groupe succombe inévitablement à l'épuisement, ce qui est exactement ce que veut Yuriko. Le groupe commence à être submergé, ce qui amène Aisha à se faire renverser par derrière. En se relevant, elle demande à Yuriko ce qui a bien pu se passer entre elle et Wolf pour qu'elle ait envie de faire tout ça. Aisha, qui connaît Wolf mieux que quiconque, pense qu'il est un professeur passionné et compétent, et ne comprend donc pas pourquoi Yuriko le déteste à ce point. Yuriko a un flashback de son arrivée dans ce monde. Elle était en train de s'entraîner dans le jardin lorsque Wolf s'est approché d'elle. Wolf l'a complimenté pour son travail acharné, mais il craignait que sa capacité ne soit pas adaptée au combat. Il lui a donc dit qu'elle n'était pas obligée de partir en guerre contre le Seigneur des Ténèbres si elle ne le voulait pas. Il l'accueillerait volontiers pour qu'elle puisse mener une vie normale dans l'église, mais Yuriko insiste sur le fait qu'elle participera au combat parce que les habitants de ce monde ont besoin de quelqu'un pour les sauver. Wolf comprend ses convictions et lui dit qu'il la soutiendra autant qu'elle le voudra, mais il lui demande de ne pas aller trop loin dans son entraînement. Yuriko admet que Wolf a été un professeur extraordinaire pour elle et qu'elle en a apprécié chaque minute. Mais un jour, un autre héros a été convoqué, et c'était un prodige naturel, alors Wolf s'est préoccupé de l'entraîner à sa place et a cessé d'accorder autant d'attention à Yuriko. Yuriko continua d'exercer ses pouvoirs, et lorsqu'elle fit enfin une percée, elle se précipita pour aller voir Wolf dans l'espoir qu'il la féliciterait comme il le faisait auparavant. Mais lorsqu'elle le retrouva enfin, elle vit Wolf féliciter la nouvelle fille et se montrer beaucoup plus affectueux qu'il ne l'avait jamais été avec elle. En voyant cela, elle s'est sentie abandonnée et trahie, et par jalousie, elle a utilisé ses pouvoirs pour assassiner la fille qui lui avait volé l'attention de Wolf. C'est ce jour-là que ses pouvoirs ont été véritablement débloqués, et elle serait loin d'être aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui si les événements de ce jour-là n'avaient pas eu lieu. Yuriko rappelle alors ses squelettes et dit qu'elle est consciente qu'il était mal de tuer une innocente à cause de ses propres sentiments, mais qu'elle a déjà commis un acte odieux et qu'elle n'a donc plus le droit de se considérer comme une humaine. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est que tout le monde meure. Elle invoque donc sa créature la plus puissante et s'apprête à l'utiliser pour tuer toutes les personnes présentes dans la pièce. Cependant, à la dernière seconde, Sans cesse s'écrase dans la pièce sur son nouveau cercueil à turbomoteur. C'est ce qu'il a demandé au nain de construire pour lui, et il est assez satisfait du résultat, mais il a des choses plus urgentes à faire. Sansei demande alors à Melo d'amener la vieille dame. Melo arrive donc sur un tapis volant et amène la vieille dame face à face avec Yuriko. Au début, Yuriko ne la reconnaît pas, mais au bout d'un moment, elle se rend compte que la vieille dame est en fait sa sœur, Hikari, et Sansei est vraiment intéressé par leur histoire. Les autres sont choqués d'apprendre que Yuriko et la vieille dame sont vraiment sœurs, alors Sansei explique que Hikari lui a raconté l'enfance de Yuriko et Hikari sur le chemin de l'école. Elles étaient très proches dès le début, mais Hikari est tombée malade et avait besoin de soins constants, alors Yuriko s'est portée volontaire pour rester à son chevet et s'occuper d'elle. Hikari raconte que Yuriko a passé tout son temps à s'occuper d'elle, à tel point qu'elle est à peine allée à l'école, même si elle le voulait vraiment. Lorsque Sansei l'a appris, il a été touché par la gentillesse dont Yuriko avait fait preuve, et il a dû venir recueillir sa version des faits. Mais Yuriko ne veut pas en parler et invoque d'autres squelettes pour tenter d'abattre Sansei. Sansei n'est généralement pas du genre à laisser passer une bonne occasion de mourir, mais il laisse les squelettes aux autres car il ne peut pas mourir avant d'avoir fini d'écrire l'histoire de Yuriko et Hikari. Hikari essaie de convaincre Yuriko de ne pas le faire, car elle sait que ce n'est pas le genre de personne que Yuriko est, mais en réalité, Hikari ne sait rien de Yuriko. En fait, Yuriko révèle qu'elle a toujours détesté Hikari pour lui avoir volé sa vie sociale. Elle était vraiment heureuse lorsqu'elle est finalement arrivée dans ce monde parce qu'elle pensait avoir une chance de se faire des amis et d'avoir une vie ici, mais Hikari est réapparue et lui a tout pris. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle ne laisserait plus jamais Hikari se mettre en travers de son chemin. Même si cela signifie qu'elle est cupide, Yuriko fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut. Sansei trouve l'histoire fascinante, il s'approche de Yuriko et lui demande de lui dire exactement ce qu'elle veut. Mais Yuriko refuse d'être traitée avec condescendance par Sansei et demande à sa créature de lever sa faux et de s'apprêter à frapper Sansei. Juste avant que Sansei ne soit frappé, Wolf s'interpose et pousse Sansei hors du chemin, ce qui fait que Wolf est frappé à sa place. La faux ne lui démembre pas le bras, mais la nature des pouvoirs de Yuriko fait que Wolf commence à vieillir rapidement, et Yuriko est figée car elle ne voulait pas blesser Wolf. Wolf se tourne vers elle et s'excuse parce qu'il n'avait aucune idée qu'elle se sentait si blessée par ses actions à l'époque, mais Sansei le coupe et demande à Wolf de rester en dehors de ça. Sansei veut écrire une histoire sur la relation entre deux sœurs, pas sur la relation entre deux sœurs et un évêque, alors il dit à Wolf de rester là pendant qu'il écrit son histoire. Cela dit, Sansei se tourne vers Yuriko et lui demande une fois de plus ce qu'elle veut vraiment. Yuriko tente de l'éloigner en invoquant 2 soldats squelettes, mais même s'il frappe Sansei, cela ne l'arrête pas le moins du monde, car il pose sa main sur le mur et lui demande une fois de plus ce qu'elle veut.
La façon dont Sensei la regarde dans les yeux calme Yuriko, qui prend le temps de réfléchir à ce qu'elle veut. Elle se souvient de la cérémonie d'ouverture de son lycée, où toutes les filles étaient amenées à l'école par leur père. Mais Yuriko n'a pas pu y aller car elle devait être aux côtés d'Hikari. Elle a essayé de demander à son père s'il voulait bien l'accompagner à la cérémonie d'ouverture, mais il était tellement préoccupé à rendre Hikari heureuse qu'il ne prêtait aucune attention à Yuriko. Yuriko renonça à lui demander de l'accompagner, et lorsqu'il partit, Yuriko remarqua qu'Hikari dormait, et comme personne ne remarquerait son absence, elle décida d'aller à la cérémonie d'ouverture de toute façon, même si elle devait y aller seule. Elle avait l'intention de s'absenter quelques heures et de revenir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, mais lorsqu'elle revient à l'hôpital, elle voit la lumière allumée dans la chambre d'Hikari, ce qui signifie que quelque chose de grave a dû se produire. Elle se précipite dans la chambre et trouve son père en train de remercier le médecin pour son aide. Dès que son père l'aperçoit, la première chose qu'il fait est de s'approcher et de la gifler pour avoir laissé Hikari seule afin qu'elle puisse s'amuser. Pour sa défense, Hikari aurait pu facilement mourir parce qu'elle a été laissée seule, mais il prend à elle pour la façon dont il a géré la situation en tant que parent. À ce moment-là, Yuriko a senti qu'elle ne comptait plus pour lui, alors elle est partie et a commencé à marcher dans la nuit, et c'est à ce moment-là que Truck-kun a décidé qu'elle était une bonne cible. Tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un s'intéresse à elle, mais elle a failli tuer Hikari. Elle pense qu'elle ne mérite pas d'être appelée une sœur attentionnée après ce qu'elle a fait. Oui, elle a peut-être fait de très mauvaises choses, mais son désir d'être remarquée ne fait pas d'elle une personne avide, car tout le monde dans le monde veut être vu d'une manière ou d'une autre. Yuriko est juste une fille gentille et un peu maladroite, même si elle a un nombre impressionnant de morts. À ce moment-là, Hikari serre Yuriko dans ses bras et commence à s'excuser parce qu'elle n'avait pas réalisé à quel point Yuriko avait souffert à cause d'elle. Sensei demande à Yuriko si elle sait comment Hikari a été convoquée dans ce monde, et elle ne le sait pas. Il lui raconte alors qu'après le réveil d'Hikari, les jours passaient sans qu'elle n'ait de nouvelles de Yuriko, et elle commençait lentement à perdre espoir parce qu'elle ne pouvait pas imaginer une vie sans Yuriko à ses côtés. Un soir, elle se met à marcher sans but dans la rue, et c'est alors que Truck-kun décide de revenir pour le deuxième round. Yuriko se met à pleurer parce qu'elle n'avait pas réalisé à quel point Hikari tenait à elle, et Wolf se rend compte qu'il a échoué dans son rôle de professeur. Lorsqu'Hikari est arrivé dans ce monde, il l'a salué comme il le ferait avec n'importe quel autre habitant de la planète, mais Yuriko a reconnu Hikari et s'est précipitée sur elle pour la serrer dans ses bras, car elle était heureuse de la revoir. Elle a demandé à Hikari comment elle se sentait, et il s'est avéré que la phase terminale n'est pas du goût de Yuriko. Cependant, Hikari allait parfaitement bien dans ce monde. Peu de temps après, Hikari est allée parler en privé avec Wolf et lui a demandé de l'entraîner très dur pour qu'elle devienne assez forte pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Hikari voulait être capable de combattre à l'homme pour que Yuriko puisse vivre une vie normale dans ce monde. Elle savait que Yuriko devait s'occuper d'elle à cause de sa maladie, ce qui l'empêchait de profiter de sa vie sur Terre. Hikari voulait donc rendre l'appareil à Yuriko en assumant toutes les responsabilités d'une héroïne ici, pour que Yuriko puisse enfin profiter de sa vie et être heureuse. Il s'avère que toutes deux se sont toujours aimées, et Sensei est satisfait de l'histoire qu'il a écrite à leur sujet. Sa capacité s'active et Yuriko et Hikari sont entourés de sa lumière bleue. Bien que Sensei veuille voir la conclusion de l'histoire, il croit aussi qu'une histoire comme celle-ci doit être complétée par les personnes impliquées. Il déchire donc la page, et ce faisant, la force obscure qui habite Yuriko est dissipée et Hikari retrouve sa jeunesse ainsi que la vie de toutes les personnes qu'elle a failli tuer. Yuriko ne comprend pas ce qui se passe, alors Aisha lui explique que la capacité de Sensei est sur le point de la renvoyer dans son monde d'origine, et Yuriko est parfaitement d'accord avec cela. Elle se lève donc et s'excuse auprès de tout le monde pour tous les problèmes qu'elle a causés. Elle se tourne ensuite vers Wolf et le remercie de lui avoir donné la chance de profiter de sa vie, même si ce n'était que pour une courte période. Ensuite, Hikari et elle se tiennent la main et entrent dans le portail qui les renvoie sur Terre. Malheureusement, la maladie chronique d'Hikari est de retour sur Terre, mais Yuriko est de nouveau à ses côtés. Aucune d'entre elles ne se souvient vraiment de ce qui s'est passé dans l'autre monde, mais leur lien de sœur est plus fort que jamais. C'est la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.